89 encore pour cet épisode 28. Ça commence abrupt parce qu'on a Godefroy Lorando dès le début de cet épisode. Et là, ça change tout, ça, Fred. Écoute, le confinement est difficile. Je me suis dit, on essaye des nouvelles affaires. Puis la discussion, c'est toujours le fun dans la balado. Puis on le faisait bien avant quand on pouvait se rencontrer. Mais là, on s'est équipé un petit peu. D'ailleurs, cette semaine, évidemment, on va aller rejoindre Hélène Faradji tantôt. Hélène Faradji qui a reçu le même équipement. Alors, elle va sonner mieux. Puis ça change les choses. Ça fait du bien, ça. Tout à fait. Ouais. On a quand même, Fred, une certaine historique de discussion ensemble, avec et sans micro. Hein? Oui, tout à fait. Et je trouvais ça le fun de partir parce que la semaine passée, d'ailleurs, on m'a reproché un peu mon ton badin envers Donald Trump. Je pense que les gens sont un peu stressés. Ouais. Ils trouvaient aussi que j'étais dur avec le gouvernement. Alors qu'à l'inverse, il y a plein de monde qui m'ont écrit pour me dire « Ah, enfin... » un regard critique sur notre trio parce que sans vouloir remettre en question leur travail, mais il y a des gens qui commençaient à trouver que médiatiquement parlant, on trouvait que dans bien les émissions, on n'arrêtait pas de lancer des fleurs et qu'on perdait un peu notre esprit critique. Puis moi, j'essaie de le garder. Fait que cette semaine, j'ai décidé de ne pas y aller d'un long intro tout seul, surtout qu'on a une grosse émission, gros épisode cette semaine. J'ai parlé à une orthopédagogue. Ah, mon Dieu, pour vos troubles d'apprentissage à vous? Non, pas tant, mais cela dit, j'aurais été sûrement diagnostiqué dans le grand spectre de... Lequel? Je ne sais pas. Le spectre. Un spectre. Non, mais c'est qu'elle m'a écrit pour me... Vous savez comment ce projet fonctionne avec un esprit communautaire. Puis elle disait, j'ai plein de trucs à donner, j'ai plein d'affaires à faire, des choses que j'aimerais transmettre aux parents. Je suis orthopédagogue, ça fait 28 ans. Bon, et finalement, j'y ai parlé au téléphone. C'était pas clair au début ce qu'elle cherchait. Et j'ai convenu que ce serait intéressant de lui parler parce qu'il y a eu l'annonce, évidemment, de l'ouverture des écoles. Puis là, je trouvais ça intéressant d'avoir une orthopédagogue qui, oui, est habituée à traiter des élèves qui ont des défis d'apprentissage, mais pour élargir aussi la réflexion. J'aurais bien aimé ça, pouvoir lui parler, elle. Ah ben, si, là, c'est parce que, on fait pas encore de multi-personnes en même temps. J'ai trop peur de Zoom, là. J'ai peur de recevoir des bisounes. J'ai peur de recevoir des bisounes sur Zoom, alors je l'utilise. Des bisounes boom. Des bisounes bombes. Bon, alors, donc, on devait parler de santé publique. Ça va être remis la semaine prochaine. On est en train de préparer ça avec peut-être 2 personnes même, extrêmement pertinentes. Je pense que ça va être cool. J'ai l'impression, Fred, que ça va être encore d'actualité la semaine prochaine. Ah, ben oui, tout à fait. Ah, je pense que oui. Ouais. Et on aura Andréane Bissonnette cette semaine également. Bon, alors là, vous avez entendu un bruit. C'est un skateboard qui est tombé. Les chats sont fous, présentement. C'est vrai? Oui, les chats sont fous. Un peu tannés du confinement. Ben non, c'est leur vie. Andréane Bissonnette va nous parler de ce qui se passe aux États-Unis, entre autres avec les restrictions au droit à l'avortement qu'on utilise sous prétexte de la COVID. Et on va aller chercher des nouvelles de Paul-Antoine Martel, que vous aviez beaucoup aimé. Ah, mon Dieu! Là, je manque tout ça, frère. Mais non, mais ça va être tantôt, là. Je vais l'écouter en me levant. Oui, voilà. Bon, là, il s'est passé beaucoup de choses, Godefroy, cette semaine dans l'actualité. Et je vous envoie tout de suite cet extrait. Parce que vous travaillez, là. Vous êtes en CPE le jour. Vous n'écoutez pas les points de presse de notre gouvernement. Puis en plus, avec la balado, Fred, puis les enfants et tout ça, j'aimerais ça faire un peu comme vous arrivez à faire, puis vous tenir au courant au jour le jour, mais je dois choisir. Oui, mais c'est parce que je travaille, moi, c'est ça que je fais dans la vie aussi c'est ça, Radio-Canada. Il y a des moments où je me dis que je vous envie, Fred, parce que j'aimerais ça pouvoir mettre plus de temps. Mais avant que vous continuiez, Fred, je pense que vous devez savoir à qui vous vous adressez. Là. Vous vous rappelez de l'ancien Godefroy? D'avant? Là, je suis rendu, Fred, de ce qu'on appelle un confinant. Ah oui? Oui, c'est un résidu de confinement. Ah, je pensais que c'était un mélange de confinement et de confidence. Non, c'est un confinant, c'est ce qui reste après 6 semaines de confinement. Ah, vous voulez dire un confinant? Oui, un confinant, exactement. Ah, j'ai compris un confinement. Non, un confinement. Vous n'êtes pas aussi... je me rends compte, Godefroy, vous n'êtes pas aussi précis dans vos phrases que notre vice-première ministre. Si on est prudent, si on est docile et si on est discipliné, on va réussir.
ce plan de réouverture des régions, comme on va réussir les autres plans de réouverture de d'autres secteurs du Québec. Êtes-vous docile, Godefroy Lorando? Oui, ben de plus en plus, je pense. Plus je suis confiné, plus je deviens docile. Ça a mal Jusqu'à ce que ça explose. Ça m'a fait tiquer les oreilles, je dois il y a avouer. beaucoup de monde qui a tiqué. Ce petit bout-là, je l'avais entendu, par contre. Vraiment, c'est... ouais. Les gens n'ont pas aimé ça, se faire dire qu'ils étaient dociles, sûrement parce qu'ils sont dociles. Exactement, c'est ça le problème. On réagit quand c'est vrai. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'on ne veut pas, évidemment, induire que c'est important de ne pas être docile et de ne pas respecter la distanciation, de ne pas respecter les règles, mais... Puis là, évidemment, elle a dit que la langue française était très riche, puis qu'elle voulait dire qu'on était discipliné. Bon, ça, c'est sûrement un conseiller en communication qui porte un nœud papillon qui lui a dit « Hey, tu devrais faire un tweet là, tout de suite après. » ça va être excellent. Ça va être excellent, mais je pense que c'est pas anodin. Surtout, c'est quelqu'un qui s'occupe de la sécurité publique. Je pense que la docilité, c'est une valeur qu'on aime beaucoup à la sécurité publique. Elle l'a dit quand même. Oui, elle l'a dit quand même, effectivement. Une autre phrase quand même. On a senti un petit peu de fermeté chez François Legault dans ce prochain extrait qu'on ne lui a pas connu depuis le début. D'abord, qu'il n'y ait pas de rassemblement. Je sais qu'il y a eu une espèce de débat hier sur l'interprétation des lois. Mais au-delà de l'interprétation des lois, on n'en veut pas de rassemblement. Donc, avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille, là, s'il vous plaît, si on veut être capable de déconfiner, surtout à Montréal, là, pas de rassemblement. La bataille n'est pas gagnée à Montréal. Bon, là, évidemment, il faisait référence au fait qu'il avait annoncé la réouverture des écoles, la réouverture de certains magasins d'ici... ça va commencer dans 2 semaines, Montréal dans 3 semaines si tout va bien. Et là, évidemment, les gens se sont commencé à débattre et les journalistes aussi lui posaient des questions. Mais là, est-ce que ça veut dire qu'on va... Si on est capable d'aller dans un magasin, est-ce que ça veut dire qu'on peut inviter nos parents, par exemple, qu'on n'a pas vus depuis longtemps parce qu'ils ont 60 ans et plus? Et là, je pense qu'il a voulu mettre les pendules à l'heure. Et c'est drôle parce que je disais sur Twitter, quelqu'un qui disait, c'est drôle, si je vais voir mes parents, je vais pouvoir le faire seulement si on va magasiner chez l'abbé puis qu'on part chacun de notre bar et qu'on se... Oui, et qu'on se croise là-bas. Ouais. Ou tu te trouves un emploi chez l'abbé puis tu invites ta mère. Ah! Hey, oui. Maman, viens magasiner du parfum. Ouais. Mais, et là, aujourd'hui, il parlait de COVID party. Est-ce que vous avez fait ça, vous, en CPE, des COVID party? On essaie de pas en faire, Fred. Mais expliquons un peu aux gens, parce que naïf que je suis, j'étais même pas conscient que ça existait, ça. Ben, je me rappelle pas de quelle maladie il s'agissait. Je pense que c'était des varicelles, c'est ça? Oui. C'était des gens qui se retrouvaient simplement quand on trouvait finalement un contagieux, ben, on l'invitait puis on se frottait dessus le plus possible de façon à l'attraper tout simplement, puisque c'est une maladie bénigne et que, ben, en se faisant, on se faisait on s'immunisait. Dans le cas de la varicelle, on connaît la varicelle, on connaît les caractéristiques de la maladie, on la connaît depuis longtemps. On ne découvrira pas demain que la varicelle fait tomber les orteils. Non. Ben, c'est ça. Les gens se réunissaient pour tous tomber malades et ensuite se sentir beaucoup mieux. Mais là, il paraît qu'il y a des gens qui ont fait ça. Et là, j'imagine que dans le réseau de CPE, j'espère que ça n'a pas été fait. Mais il paraît qu'il y a des parents, en fait, qui ont réuni leurs enfants ensemble pour qu'ils attrapent la COVID pour que ce soit réglé. Eh bien, ça ne m'étonne pas, Fred, que ces réactions-là finissent par arriver. Les gens sont des confinants, eux aussi. Ils savent plus quoi faire. C'est vrai. Dernier extrait, je veux savoir si vous êtes rendu là. Moi, oui. Mais là, et c'est quelqu'un qu'on entend moins que notre trio, entre autres que le docteur Arruda, mais quelqu'un que je trouve très, très solide depuis le début de la crise. Je vous la fais écouter. C'est sans doute pas Jean-François Roberge. Le couvre-visage doit devenir une norme sociale. Je demande à la population, quand vous êtes dans des commerces, quand vous êtes dans des endroits publics où la distanciation est difficile, on vous recommande très fortement et même on vous demande de porter un couvre-visage. Alors voilà, c'est le docteur Drouin qui est la responsable de la santé publique à Montréal qui a un petit peu devancé le gouvernement d'une certaine façon parce qu'elle a dit là on arrête un petit peu, là je paraphrase, mais on arrête de niaiser et on met un masque. Et là je veux savoir, vous êtes rendu où là-dedans, vous, Godefroy? Personnellement? Oui? Personnellement, Fred, si jamais je me retrouve dans une situation où je dois, où la distanciation sociale va être plus difficile et que je suis contraint à participer à des réunions, des trucs comme ça au CPE, je vais mettre un masque, oui, parce que tu vois, vous voyez, Fred,
je connais des CPE où il y a des cas qui commencent à sortir, mais c'est des faux cas. C'est simplement, un mardi matin, on apprend que telle éducatrice semble avoir des symptômes et le jeudi, on apprend que finalement, c'est juste un rhume, le test est négatif. Okay. Mais après ça, si les gens ont été hyper prudents, on est content de pouvoir dire, écoute, elle avait un masque. Ouais. Donc, je vais participer à la protection de la gang avec ça. Mais si vous allez faire vos courses, par exemple, ce week-end, vous n'allez pas mettre de masque. Ben, je fais pas de course, Fred. C'est ça qui se passe. Je reste vraiment chez moi, puis on fait tout livrer à la maison familiale, mon ancien nid familial. Oui. Mon ex est gestionnaire d'approvisionnement. Okay. Et donc, j'arrive là-bas, le frigidaire est plein, littéralement, et je reste chez nous. Tout ce que je fais, c'est aller jouer dans la ruelle et pousser les enfants qui s'approchent des miens. OK. Parce que moi, je porte un masque maintenant. Ouais. J'en ai commandé, j'en ai acheté, mais là, c'est des jetables parce que c'était il y a 2 semaines et c'était les seuls que je trouvais. En fait, j'étais dans un endroit où ils en vendaient. Je disais, je prendrais pas de chance avec ma condition médicale d'asthmatique allergique. Et là, on en a commandé, qui seront lavables parce qu'évidemment, c'est un peu nono d'en avoir à usage unique. Mais je prends pas de chance parce que, bien que je trouve que les gens exagèrent sur le fait que les autres ne respectent pas la distanciation, puis je trouve que c'est pas si pire. Moi non plus, ça dépend vraiment dans quel quartier vous êtes, Fred. C'est vraiment ça qui se passe. Bon, voilà, mais c'est ça. Puis je vais encore faire mes courses parce que on dirait que ça me rentre pas dans la tête de me faire livrer de la bouffe que j'ai pas choisie. C'est niaiseux, là. Ouais. Puis il faut que je sorte aussi parce que c'est difficile. Il faut sortir absolument. Vous l'avez dit la semaine passée que vous sortiez pas assez, puis ça fait tellement du bien. Puis c'est seulement une fois dehors qu'on se dit « Ah, c'est vrai, j'avais oublié que ça faisait du bien. » Tout à fait. Et j'avoue que le marché Jean Talon est un endroit pas si pire pour aller faire ses courses. Tu sais, j'irais pas chez Costco. J'aurais de la difficulté. En temps normal, je ne vais pas chez Costco parce que c'est quasiment oxygène d'aller là pour moi. Beaucoup trop grand. Même les Maxi Plus, c'est trop grand pour moi. Mais le marché Jean Talon, en temps de pandémie, c'est pas si pire. C'est facile de se distancier. Et il n'y a pas trop de monde non plus, étonnamment. Alors, mais je porte un masque. J'ai mon casque de scooter, là, j'enlève. J'ai un autre modèle qui n'est pas full face. Alors, je peux me promener en Vespa. Et je pensais avoir un certain anonymat aussi, mais non. Il y a des gens qui m'ont quand même reconnu, dont un chauffeur de taxi qui est sorti pour me dire « Hey, vous êtes Fred Savard, j'aime beaucoup ce que vous faites, même si vous êtes déguisé. Salut! » Alors, je trouvais ça drôle. Ouais, il reste de la bonne humeur. Il reste de la bonne humeur, effectivement. Cette semaine, je vous ai demandé, parce que ça fait 3 fois qu'on m'envoie une vidéo de quelqu'un que j'avais découvert au début de la pandémie. C'est un Suisse ou un Français? Je crois que c'est un Suisse. Jean-Dominique Michel. Ça semblerait être un Suisse. Ouais. Voilà, Jean-Dominique Michel, anthropologue médical, c'est-à-dire spécialisé à réfléchir sur la littérature médicale, entre autres, et comment la médecine est diffusée. Et aussi, c'est intéressé aussi à des pratiques chamaniques, a écrit des livres là-dessus. C'est un numéro, on doit se le dire. Oui, c'est un numéro, mais extrêmement articulé. Ouais. Vraiment, là, il est impressionnant, ce monsieur-là. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de complotistes qui m'envoient des choses aussi sur les médias sociaux, et la plupart du temps, c'est de la boîte. Et lui semble attirer des complotistes. Et je peux comprendre pourquoi. Je me méfiais au début, mais finalement, la vidéo dure 1h10. Je pense qu'on va la mettre sur la page Facebook de la balado pour que les gens se fassent une tête. Moi, ce que je dirais même aux gens, Fred, ce que vous pouvez faire à tous, peut-être appuyer sur pause maintenant. Oui. Et là, en même temps, je vais faire une petite blague rigolote. Oui. Vous allez pouvoir googler la chose suivante. Dominique Michel, Anatomie d'un désastre. Oui, mais là... Et c'est très drôle parce que c'est pas Dominique Michel qui va sortir. J'ai fait le test, c'est Jean-Dominique Michel qui va sortir. Mais faites-le et écoutez le premier 5 minutes. Et vous allez voir, vous allez avoir le ton. Après ça, revenez nous écouter. On va se comprendre. Mais là, je vais aller tout de suite offrir à nos auditeurs un extrait, puis on va le commenter par la suite. Mais Fred, je me demande si c'est pas à cause de ce gars-là que ma semaine n'a pas bien été. Vous m'avez envoyé cette vidéo-là, puis ça m'a complètement déstabilisé. Ça m'étonne pas. On écoute un extrait, puis on le commente par la suite. Toute l'épidémiologie infectieuse nous apprend que ce qu'on a fait, l'inverse de ce qu'il fallait faire, il faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Il faut dépister très rapidement pour voir quelles sont les personnes contagieuses et elles les isoler le temps qu'elles ne le soient plus. Et si jamais on fait ça, l'épidémie passe en quelques semaines sans faire de dégâts. Nous, on a fait tout l'inverse, avec des pertes massives. Donc ce que je dis, c'est que l'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques. Sont des morts comme conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. Donc ça a tué des milliers de personnes.
des décès évitables si on avait réagi intelligemment, et des autorités qui viennent nous dire d'une manière mais scandaleuse. Regardez à quel point le virus est dangereux. Alors de nouveau qu'il n'est pas plus dangereux que le virus de la grippe. Donc on marche vraiment sur la tête, on est dans des zones de malhonnêteté intellectuelle et à mon sens même de perversité. Donc, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est les gouvernements sont des idiots, le confinement était une mauvaise idée, ils ont mal réagi. Tout le monde partout le sait. Oui. Ouais. Et ce sont des morts politiques et il y a une perversité là-dedans. Là, évidemment, ça, c'est au début de l'entrevue. C'est l'extrait qu'on a sélectionné parce qu'on le trouvait un peu radical. Mais c'est le côté polarisant de ce personnage-là parce que c'est quelqu'un qui est vraiment un peu... je dirais pas arrogant, mais un peu condescendant. Il se place au-dessus. Oui. Cela dit, bon, la vidéo dure l'entrevue dure 1h10 et il finit par amener des arguments qui sont intéressants. Vraiment. Entre autres que le gouvernement était mal préparé, malgré les avertissements, et que ce qui se passe présentement n'est que de l'acharnement des gouvernements à ne pas reconnaître qu'ils étaient mal préparés. Et ils s'enfoncent un peu dans leur propre politique. Il n'est pas du tout dans « on nous manipule ». Pas du tout. Cela dit, il n'est pas naïf. Il dit bien que l'entreprise pharmaceutique, entre autres, dirige, en fait, finance et en sous-main dirige un peu ce qui se publie dans les revues spécialisées de médecine et de sciences et que ça teinte un peu l'orientation scientifique des choses, mais il va pas plus loin que ça. On n'est pas mais en même temps, tout... c'est que même ce détail-là, Fred, il l'amène d'une façon vraiment pertinente et articulée, parce que ce qu'il dit, c'est que ce qu'il dénonce, c'est les chiffres. Il dit il y a un pourcentage vraiment élevé de non-réplicabilité des expériences. Oui. Donc, quand quelque chose sort, il faut vraiment attendre que les pairs puissent répéter la même expérience avant de tirer des conclusions, parce que c'est trop facile d'être victime d'une compagnie qui pousse une certaine recherche pour obtenir un objectif particulier puis obtenir un résultat. Mais ce qu'il dit, c'est des choses qu'on sait déjà, mais c'est bien expliqué. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est ce qui me faisait peur, c'est qu'il nous ramène aussi la promotion du Dr Raoult et de l'hydrochloroquine. Il en parle, il dit que ça aurait quand même dû être utilisé un peu plus parce que ça c'est utilisé depuis longtemps en Afrique. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on aura aussi... on va aller en Afrique voir ce qui se passe. J'ai trouvé un intervenant qui, je pense, va être extrêmement pertinent. Puis j'ai envie de vérifier ça aussi parce que, c'est ça, Jean-Dominique Michel prétend qu'en Afrique, entre autres, la COVID va beaucoup moins frapper fort parce qu'ils sont habitués. En fait, ils sont un peu immunisés grâce à la prise d'hydrochloroquine qu'ils prennent depuis longtemps contre la malaria. Ouais. Je vais quand même... j'ai envie d'y aller d'un autre extrait pour qu'on montre aussi que le personnage est moins rebutant qu'on peut le penser. On sait, même sur le plan de la salutogenèse, donc tout ce qu'on fait pour entretenir et soutenir notre propre santé, que le fait de penser, de se renseigner, de se documenter, de mettre en contraste les points de vue des uns et des autres pour se forger sa propre opinion, enfin, le cœur de la démarche philosophique, de la démarche intellectuelle, de la démarche scientifique, est évidemment crucial. Et donc, si on s'interdit de penser au motif qu'il faut juste obéir aux autorités, eh ben, on est dans un non-sens. Bon, cette idée-là aussi de continuer à s'informer, puis c'est un peu ça qui nous offre, dans le fond, c'est de continuer à réfléchir, de s'informer, de garder notre sens critique. Puis moi, c'est drôle parce que jeudi matin, c'était notre sujet avec Paul Journet à l'émission du matin à Radio-Canada. Puis, tu sais, je le vois, moi, comment les gens réagissent mal aux journalistes qui posent des questions. Puis les gens ont tellement peur. Là, je dis les gens, je ne veux pas me mettre au-dessus de la mêlée non plus, mais il y a beaucoup de gens qui ont tellement peur, qui ont l'impression que d'écouter aveuglément ce que le gouvernement leur demande sans se poser des questions parfois, il y a quelque chose de sécurisant, ce qui est très normal, mais moi, c'est pas une posture dans laquelle je suis à l'aise de juste faire on va faire ça. Surtout qu'on a accès à tellement d'informations. Évidemment, là, il y a un défi de tri. Et vous êtes là pour ça, d'ailleurs, Godefroy, nous aider c'est drôle parce que Fred, c'était justement ce à quoi je pensais. J'étais en train de préparer, quand vous m'avez envoyé ce lien-là, j'étais en train de préparer la chronique de cette semaine. Et j'étais en train de faire un espèce de portrait des multiplications de symptômes étranges que donnerait la COVID en plus des symptômes pulmonaires et qui, on dirait, nous font peur. Tu sais, tout ce qui reste, les orteils vont nous tomber, les caillots vont nous sortir par les oreilles. Et là, ce gars-là arrive et contredit complètement le message, pas seulement le message de notre trio fantastique, mais le message de à peu près tous les pays occidentaux, que dans le fond, les gens vont peut-être écouter l'entrevue, et pour ceux qui ne l'écouteront pas,
essentiellement, ce qu'il dit, c'est confiner tout le monde. C'est à peu près la pire chose possible à faire. C'est une méthode du Moyen-Âge. Une méthode du Moyen-Âge, ce qu'il faudrait faire, c'est ce que la Corée a fait, puis on n'aura sûrement pas le temps d'en parler, mais il y a une raison pour laquelle nous, on n'est pas capable simplement d'isoler les personnes à risque et de tester, et quand on trouve des gens malades, on les isole. Et lui, il simplifie ça en disant, la crise passe en 2 semaines. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un dans la même pièce que ce gars-là pour débattre un peu, puis le challenger, parce que là, il parle et il est vraiment... Il se place totalement au-dessus des autres. Et Fred, lui, mais Godefroy, je vais essayer de l'avoir. On va essayer de l'avoir. Moi, je suis sûr que ça serait possible de l'avoir. Ça serait fantastique. Je sais qu'il vient de sortir un livre. Puis en fait, c'est Anatomie d'un... c'est pas d'un désert. Il dit à la fin là, que son auditeur a changé de titre. Mais dans le fond, il décortique la crise actuelle dans un livre. Ça, c'est un peu étrange aussi parce qu'on est comme en temps réel. Mais je serais curieux quand même de l'avoir en entrevue avec vous. Et on pourra... Puis lui, Fred, si on l'invitait, là, lui, il accepterait sûrement d'être autour de la table avec nous. Oui. Mais là, s'il est en Suisse, je pense que ça va se faire par téléphone. Mais, non, mais ça serait intéressant. Parce que je me méfie un peu de ces postures-là, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas s'en priver non plus. Fred, on a déjà par le passé, vous et moi, eu cette discussion-là. Et je vous ai déjà dit, je me méfie, Fred, des gens qui sont trop certains de ce qu'ils avancent. Et lui, il dénonce le manque de nuances, le manque de pensée critique sur un ton qui est totalement confiant. Presque affirmatif, presque offensif. Mais c'est pas votre cas, ça. Mais ça me fait réfléchir à ma posture, Fred, parce que je sais qu'à certains moments, je lis tellement sur un sujet pour le vulgariser que j'en viens à devenir à me sentir moi-même comme une référence, alors que ce que je voulais faire dès le début, puis que j'essaie de faire, puis c'est souvent ce que j'entends que les gens apprécient, c'est que j'essaie toujours d'être nuancé, c'est-à-dire de faire une espèce de portrait ou de vous rapporter les personnes les plus nuancées que j'ai entendues sur une question et d'entendre ce gars-là qui conteste finalement, qui éveille notre esprit critique, mais à la fois sur un ton que je ne voudrais jamais prendre. Alors Fred, si jamais un jour vous me voyez réfléchir sur mon extrême sagacité, j'aimerais ça, Fred, que vous me claquiez d'en face pour me réveiller. Je vais commencer par vous enlever votre pipe à eau, puis après ça, je vais vous claquer dans la face. Parce que, Fred, j'aimerais ça pouvoir affirmer une seule chose, c'est que ce que j'avance ici est nuancé. C'est la seule affaire que j'aimerais pouvoir prétendre. Et c'est frappant de voir cette vidéo-là la semaine où je choisissais justement de tourner mon attention sur un espèce de message super inquiétant qui nous arrive de partout dans le monde. Oui, parce que je vous ai garoché quelques extraits encore glanés ici et là, entre autres du Guardian, qui étaient un peu inquiétants, mais qui ne sont pas tant que ça, finalement. Écoutez, Fred, un des meilleurs que j'ai vus, c'était c'est un magazine que je ne connais pas, c'est The Intelligencer. Oui. Ça s'appelle comme ça. Donc, c'est le NYC Mag. C'était quand même intéressant, mais lui faisait la recension de à peu près toutes les bizarreries que le coronavirus nous réservait et qu'on ne connaissait pas. Ou semble nous réserver. Et dans certains cas, on est tenté de faire ce qu'on appelle des déductions par inférence, dans le fond, et de dire parce que les gens qui ont le COVID ont, par exemple, une plus grande occurrence d'AVC, de dire c'est à cause du coronavirus que davantage de gens font des... Mais ça, c'est un raisonnement qui est incomplet. Il faut attendre de faire des recherches plus poussées. Mais différents éléments, Fred, quand même. Je fais mon petit tour de portrait quand même. On a fait... certains sont intéressés à 11 patients en particulier pour essayer de voir chez ces 11 patients-là le nombre de mutations chez le seul coronavirus possible chez ces 11 personnes-là. Et ils ont retrouvé 30 mutations différentes, donc 30 souches différentes chez ces 11 patients-là. Et juste pour donner une idée, entre la charge virale maximale, donc de la souche la plus virale, et la moins virale, il y avait une variation de 270 fois plus. Donc, et j'avais déjà lu, Fred, au début de la pandémie, heureusement, c'est un virus qui mute peu. Oui. Alors bon, voyez-vous, c'est exactement le contraire. J'ai lu aussi que ce que je ne savais pas, que j'avais entendu, mais c'est un virus qui, semble-t-il, s'attaque souvent aux reins. On n'en a pas beaucoup parlé, mais à New York, dans toutes les grandes villes où on a dépassé le niveau moyen de crise, quand ça a vraiment chié comme il faut, puis qu'il y a vraiment eu des dizaines de milliers de morts, quand on a eu un échantillon assez grand, à chaque endroit, on a revu la même chose, c'est qu'on a noté un problème de pénurie de matériel de dialyse parce qu'il y avait trop de gens en même temps qui avaient des dysfonctions rénales à cause, en comorbidité
post-COVID. Ouais. Ça, c'est un exemple. Il y a les pompiers de New York qui ont affirmé que pendant le service d'incendie de New York qui a affirmé qu'au sommet de la crise, le nombre de personnes qui mouraient chez eux d'une crise cardiaque ou d'AVC était le double de ce qu'on Non, d'habitude. j'ai lu quadruplé, moi, 4 fois plus. Ben, écoute, ce que j'ai lu, c'était le double, mais bon, voyez-vous, c'est un autre exemple. Il faudrait juste voir la source, je ne l'ai pas noté ici. Je crois que c'était dans le Washington Post. Ça me semble que c'était 4 times. 4 times. Ça se peut. Ouais. Mais bon. 4, c'est 4? Oui. Je m'ai trompé. C'est le confinement qui me fait ça, Fred. Mais bref, c'est facile de se dire, c'est à cause du coronavirus, les gens meurent chez eux, mais ça peut être aussi parce que les gens évitent l'hôpital, vivent leurs symptômes de crise cardiaque à la maison en se disant, mon Dieu, je ne peux pas aller à l'hôpital. Et fait que on peut tirer des fausses conclusions. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que on se rend compte qu'il y a des particularités vraiment étranges et la plus étrange que j'ai vue, mais encore une fois, comme dans tous les articles, c'était une minorité de cas très minimes, des cas très rares. On parlait de cas de coagulation, de problèmes de coagulation, de micro-caillots, des gens qui font effectivement un COVID et en même temps des arrêts cardiaques, des embolies pulmonaires, des phlébites, tous des trucs reliés à la coagulation du sang. Et là, c'est assez pour se poser la question. Donc ça, c'était une chose. Je sais pas si vous avez vu, il y a même un médecin qui disait « J'étais en train d'enlever Oui, je l'ai vu ça. des caillots, que d'autres caillots se formaient en temps réel. » Sous mes yeux ébahis. J'ai Donc, jamais vu ça. D'habitude, c'est un caillot qui est une anormalité complète, qui se loge à un endroit puis qui bloque une partie du réseau. Mais là, c'était effectivement des petits caillots partout. Alors, ça complique les choses. Et ça fait, mon Dieu, est-ce qu'on est devant le virus ultime qui peut faire ça? Dans les hôpitaux européens, anglais, aux États-Unis même, il y a quelque chose qui est sorti un peu plus, qui est devenu plus populaire cette semaine. C'est carrément ça, des nouvelles en vogue. On parlait d'un syndrome particulier chez les enfants. Et c'est étrange, Fred, que ça sorte maintenant alors qu'on parle de renvoyer les enfants à l'école ici. Mais ça ressemblerait à une maladie que je ne connaissais pas, celle de Kawasaki. Tu sais, juste pour nous rassurer, ça fait enfler le cœur. Il me semble que ça semble pas être une bonne affaire. Pas enfler le cœur comme une grand-maman, là. Non, pas de la même façon. Enfler le cœur comme un enfant qui a un problème d'inflammation du système veineux et artériel. En fait, ils ont trouvé 12 cas en Grande-Bretagne. Et là, j'ai lu qu'il s'en était ajouté 25 en France. Les médecins français aussi sont alertés. Mais bon, faut pas aller trop vite. Exactement. C'est ça. Faire des et là, c'est qu'il y avait, cette semaine, il y en avait juste trop, Fred. Il y avait, en plus, vous m'en avez envoyé un autre sur la transmission par la ventilation dans les édifices. Ça me semble en Alberta. Une belle source de bad trip, tout ça. Et finalement, le résumé de tout ça a été fait par le docteur Shari Brosnahan du Centre médical de recherche de Langone, près de New York. C'est un centre médical de recherche. Elle est citée dans la presse et elle nous rassure un peu, Fred. Je la cite. Elle dit « Les virus font souvent des choses étranges. » Tout simplement, on est juste en train de découvrir les choses étranges que celui-là produit. Et j'avais des exemples que je ne connaissais pas, mais la mononucléose, donc la maladie des adolescents, est associée, Fred, dans certains cas, à la leucémie. Donc, c'est un virus qui peut engendrer une leucémie. C'est un peu inquiétant. Vous connaissez peut-être les condylomes. Oui. Le virus du papillome humain qui est relié, dans certains cas, au cancer du col de l'utérus. J'ai été en couple avec un condylome pendant 3 ans, moi, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Mais c'est drôle parce que moi aussi, Fred, ça me rappelle une histoire très, très personnelle. J'ai une de mes ex, il y a longtemps, qui m'avait expliqué, ça m'avait semblé vraiment bizarre à l'époque, qu'un mauvais rhume pouvait engendrer la chlamydia. Ah oui. Ou même des morpions. Et dans ce cas-là, Fred, les deux en même temps. C'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. C'est une autre époque. J'avais dit, voyons, chérie, comment est-ce que c'est possible que tu aies des morpions? Elle m'avait dit, c'est à cause d'un rhume. Mais voyez-vous, je ne pensais pas que c'était possible et maintenant, j'apprends qu'elle ne me mentait pas. Il faut faire confiance aux gens, Fred. Hein? Mais à 2 mètres. C'est ce que je pense. Seulement à 2 mètres. Mais bref, Fred, c'est toutes des nouvelles qui nous confirment que même si on avait l'impression là, que ça fait 6 mois qu'on le connaît, ce virus-là, puis qu'on commence, moi qui lis énormément là-dessus, j'ai l'impression de savoir ce qui se passe dans les alvéoles pulmonaires. Ce virus-là a une histoire absolument ridicule de 5-6 mois. On ne connaît rien sur lui. Et donc, ça me ramène à notre ami, j'ai juste Dominique Michel, Jean-Dominique Michel. C'est grâce à l'intelligence et à la science qu'on va pouvoir vaincre cette pandémie-là.
Mais il faut comprendre que la science a toujours un angle. Toujours. Mais oui. Et qu'il faut être prudent. Et que là, c'est évident que notre trio national, Fred, veut faire repartir l'économie. Et c'est là qu'on revoit les gens d'affaires. On les voit là, en action devant nous. C'est du monde d'action qui se projette dans 2-3 semaines puis qui se disent, là, en ce moment, Montréal, ça a l'air fou. Mais si tout va bien, dans 3 semaines, on va être capable de dire, ça fait 3 semaines que ça va mieux. C'est mon impression, Fred, que c'est ce qui se passe. Ouais. La seule chose qui fait que je leur fais malgré tout confiance, c'est que Fred, autant Jean-Dominique Michel m'agace parce qu'il a l'air trop sûr de lui, je sais très bien, moi, que si jamais ça chie comme il faut dans les prochaines semaines, si les hôpitaux, si les éclosions dans les hôpitaux se poursuivent, si le problème à Montréal-Nord s'étale ailleurs, je crois, Fred, que Legault est capable de reculer. Oui. C'est ce qu'on appelle en affaires l'agilité, tout simplement. Oui. Et, mais par contre, Fred, il ne faut pas sous-estimer une chose. Reculer, ça va faire capoter le monde. Mais oui, c'est mais que oui. si on puis là, je le vois, Fred, en ce moment même, on avait comme pris un air d'aller. Je fais des blagues sur mon confinement, là, mais on s'est habitué. Et là, il y a une grosse transition qui s'en vient et le stress remonte, Fred, je le vois chez les gens. Oui. Puis en même temps, puis tu sais, le trio nous parle de détresse psychologique, puis qu'il faut ouvrir les écoles. Mais ils ont raison parce que c'est réel et c'est pour ça que les gens, tu sais, là, il fait pas beau, là, du tout. Il va faire beau bientôt. Mais on le sentait tout de suite cette semaine quand il a fait 17. Il y avait du monde dehors. Ça va être vraiment difficile. Puis moi, j'ai de la difficulté à en vouloir aux gens puis à dire « Hey, vous êtes... » Puis c'est ce que j'aime pas, sincèrement. Puis je leur fais confiance, le trio. Mais j'aime pas l'espèce de décharge qu'ils ont mis sur la population. C'est-à-dire que si vous faites pas ce qu'il faut, ça marchera pas. Mais oui, à un moment donné, là, la détresse que vous nous parlez depuis longtemps, et vous faites des choses, vous ouvrez les écoles pour la détresse des enfants, mais tout le monde la vit, cette détresse-là. Puis là, les personnes âgées. Et d'ailleurs, le Jean-Dominique Michel parle comment c'est idiot de confiner les personnes âgées. Puis c'est pour ça qu'elles meurent avant tout. Parce que ça, bon, j'aimerais fouiller là, sa théorie. Mais moi, Fred, j'ai envie que nos auditeurs regardent cette entrevue-là et eux autres le challenge et nous renvoient à autre chose. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment une expérience intéressante que les gens écoutent notre discussion et aillent voir cette vidéo-là puis nous reviennent après. C'est une autre chance qu'on a, Fred, de ne pas être en direct, que les gens peuvent vraiment peser sur pause, aller voir ce qui se passe. Mais moi, Fred, j'écoute des podcasts, même canadiens, en ce moment, qui regardent même Québec, canadien, c'est vous dire votre détresse. Oui, mais je suis un confinant. Je ne suis qu'un confinant. Mais les gens sont tournés vers le Québec puis ils se disent c'est un high-stake gamble qu'ils sont en train de faire là. Et je suis pas rassuré, Fred. Je suis un petit peu inquiet de ce qui s'en vient et mon seul espoir, c'est d'être capable de détecter chez Legault la capacité de réaliser qu'il faut changer de direction. Oui. Mais ça, il va le faire. C'est juste que ça va être extrêmement difficile si c'est le cas. Mais si vous êtes inquiet, gars, je vous invite à acheter des masques. Parce que ça ne nous empêche pas de se distancier, mais ça fait baisser le stress un petit peu, sincèrement. Vrai, hein? De sortir avec un masque, là, quand même. Mais ça ne me stresse pas de sortir, Fred. Sans doute parce que je travaille tous les jours. C'est ça l'affaire. Pas tous les jours, une semaine sur 2. Mais là, vous ne portez pas de masque au travail? Non, pas encore. Ça s'en vient. Mais moi, je ne suis pas auprès des enfants. Je suis dans un bureau tout seul. Oui, vous êtes un gestionnaire. Absolument. C'est pour ça que ça va mal, d'ailleurs, dans le système. C'est à cause de gens comme vous, des gestionnaires. Ah, mais Fred, c'est trop de gestionnaires. Avec tous les défis de ce que ça peut être géré puis être sa coche comme gestionnaire, j'ai pas de prétention à ce niveau-là du tout. Je suis capable de comprendre que ça doit être vraiment quelque chose, Fred, de gérer la crise actuelle, de ne pas échapper une balle. C'est clair. Puis de rentrer dans cette crise-là, puis de savoir que dans les CHSLD, les ressources sont pas là. Ça doit être ouf. C'est pas moi qui va leur lancer la pierre, mais par contre, arrivez-moi pas avec un ton comme M. Jean-Dominique Michel, parce que là, je le prendrai pas, Fred. Non, mais restez nuancés, les amis. Mais entre Jean-François Roberge et Jean-Dominique Michel, qu'est-ce que vous préférez? Jean-François qui? OK. Hey, merci Godefroy, bonne semaine. On se parle la semaine prochaine. J'ai vu son nom dans un article et j'ai essayé de cliquer sur l'hyperlien et il n'y avait personne. Bonne semaine. Bye. Alors, on va rejoindre un ami qu'on n'a pas entendu depuis un petit bout. Paul-Antoine Martel, comment ça va?
Salut Fred, ça va très bien toi? Ouais, ça va très bien. Donc, en fait, on va se tutoyer, là. On est en confinement. Je vais confiner mon vous. T'es à Val-d'Or, en fait. T'es notre antenne en Abitibi. Puis là, ben écoute, nous, à Montréal, on est poignés dans l'œil de la tempête. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de statistiques, beaucoup d'opinions, beaucoup de triage à faire. Et j'avais envie d'aller... Tu sais, la semaine passée, on est allé au Chili. Alors, j'avais envie d'aller presque aussi loin et aller voir comment ça se passe... en Abitibi. Je ne ferai pas l'erreur qui a été faite cette semaine là, par des journalistes qui se sont fait blaster sur Twitter, l'Abitibi-Témiscamingue. Je vais juste parler de l'Abitibi avec toi, puisque ce sont deux régions. C'est plate, j'avais l'intention de de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon, on fera les deux. OK. Pour moi, c'est juste une région, mais ça sera l'objet d'un autre débat. Fait que, comment ça se passe, de la COVID chez vous, là? Ben, écoute, chez nous, Fred, on a un nouveau cas aujourd'hui qui a été annoncé, ce qui porte le total à 150. Il faut dire que ça faisait une semaine qu'il n'y avait pas eu de nouveaux cas. Ouais, OK. Sur ces 150 cas-là... Excuse-moi, 150, c'est l'Abitibi et le Témiscamingue. Oui, tout à fait. Oui, on inclut les 17 000 chaleureux drilles du Témiscamingue. On parle de 2 décès parmi ces 150 cas-là et 132 personnes qui sont rétablies. OK, quand même. Fait que, tu vois que ça donne à peu près 16 cas actifs en ce moment. Là-dessus, il y a 104 cas qui étaient à Rouyn-Noranda seulement. Ah ouais. Alors, évidemment, c'est pas surprenant. Là. J'imagine que c'est la ville la plus densément peuplée de la région. Ouais, ben tu as 2 villes qui sont dans une classe à part. Là. On parle d'une région de 148 000 personnes ici, et puis Rouyn-Noranda, bon, c'est 43 000, mais il reste qu'il y a un noyau urbain, puis il y a plein de petits satellites là, ruraux. Ouais. Il y a donc 104 cas à Rouyn-Noranda. Il y a eu une éclosion dans une résidence pour aînés, la résidence Bleu Horizon. Puis c'était suite à une infection à l'occasion d'une cérémonie funéraire. Donc, il y a une personne qui est venue assister à des funérailles et qui a contaminé beaucoup de gens. C'était autour des 2 tiers de tous ces cas-là qui relevait directement de cette seule et unique personne-là. Fait que, il y a une petite leçon là-dedans quant à l'impact d'une seule personne sur une éclosion potentielle. Tout à fait, c'est fou. Puis, en fait, c'est bien illustré justement avec un cas comme ça, parce qu'à Montréal, on a de l'impression que, on parle beaucoup de transmission communautaire, fait que c'est comme simultané de plein de gens, ce qui est vrai, mais une personne, comme le cas que tu viens de nous dire, ça montre l'impact, en fait, une personne infectée, comment elle peut avoir un impact négatif sur sa communauté. Tout à fait. Donc, 104 cas à Rouyn-Noranda, 14 au Témiscamingue. Oui. Tu vois, c'est pour ça que je tenais absolument à parler. 8 en Abitibi-Ouest, ça c'est dans le coin de la Sarre, et moins de 5 dans la MRC d'Abitibi et dans ma MRC, qui est la MRC de la Vallée de l'Or, qui, je le rappelle, est aussi grande qu'à Belgique, à peu près. C'est immense. Là. Et là, ça, c'est la MRC de Val-d'Or. Oui, exactement. Mais qui inclut aussi Malartic, Sainte-Terre et le hameau bucolique de Bellecour. On a été isolés par le gouvernement. Donc, il y a toute une vague de régions qui ont été isolées. Donc, avec des barrages routiers aux différentes entrées. C'est assez simple à faire ici. J'imaginais isoler les Laurentides, ça serait un pas pire défi au niveau de mobilisation d'autopatrouille. Et dans un deuxième temps, dans le fond, excuse-moi, Paul-Antoine, dans le fond, c'est qu'on met un char à 117. Oui, exactement. Il y a un barrage, puis on interroge les gens quant aux raisons qu'ils ont de vouloir venir ici. Et s'ils ne peuvent pas offrir une preuve de résidence ou une raison suffisante et jugée potable, ils sont tout simplement retournés. On dit que c'est autour de 4 à 5 des voitures qui étaient retournées ainsi. Évidemment, il y a quand même une frontière pas pire avec l'Ontario, le long du Témiscamingue. Tout à fait. Et de Rouyn-Noranda. Oui. Et j'imagine que c'était quand même relativement poreux d'une certaine façon. Je pense pas que... moi, je me trompe. J'ai l'impression que c'était difficile de rendre ça complètement étanche. Rouyn-Noranda a été isolé, comme on disait. Donc, il y avait en effet un barrage de ce côté-là qui permettait de filtrer la circulation dans les 2 sens. Mais c'est sûr que c'est une préoccupation de la plupart des gens qui habitent dans les régions frontalières. Moi, j'ai participé à une réunion virtuelle, là, une espèce de session d'échange de municipalités. Puis il y avait des gens qui étaient sur les bords de la rivière des Outaouais, dans le coin d'Argenteuil. Puis pour qui c'était une préoccupation aussi. Tu sais, si les règles ne sont pas les mêmes des 2 côtés, essayer d'éviter de transporter de la contamination de part et d'autre de la frontière. Là. Donc, ça nous a permis de vivre dans un certain isolement et en fait de regarder la situation
avec un œil probablement différent, comme tu disais, de celui des Montréalais. C'est-à-dire que nous, on sent qu'il y a une menace qui existe, mais de l'autre côté, on est tiraillé entre l'envie de reprendre un peu nos activités, mais de rester prudent pour pas que le feu pogne, parce que la situation dans laquelle on est, c'est comme s'il y avait une espèce de lit de sapinage avec des bidons de gaz autour. Fait que là, pour l'instant, il y a personne qui joue avec des allumettes, mais on veut pas qu'il y en ait un qui fasse des jokes et dise « Ah, c'est pas grave, check bien ça ». Fait qu'on a peur que le feu pogne. Mais c'est ça que je voulais te demander, Paul-Antoine, mais est-ce que les gens ont pris au sérieux, entre autres, les mesures de distanciation? Est-ce que les gens portent des masques, par exemple, ou vous regardez ça de loin un peu parce que, aux nouvelles, ça brasse à Montréal, mais ici, est-ce que tu sentais quand même qu'il y avait une certaine anxiété chez les gens? Il y a eu une anxiété, et pour paraphraser la vice-première ministre, on a été docile et bien obéissants. Ça, c'est étonnant pour des gens de Oui, quand même, pour des gens. Mais je pense que les gens le sont quand ils ont un peu peur pour leur vie, puis il y avait quelque chose d'extrêmement nouveau et inédit là-dedans, et c'était tellement mur à mur que, on s'est senti obligé d'embarquer là-dedans. Et comme je te dis, il n'y a presque pas de cas, moi, dans mon coin de pays ici, puis je suis allé acheter de la bouffe à chien. Écoute, la porte est barrée, la fille vient te la débarrer, elle dirait sur le bord de la ligne, je vais te la chercher, tu prends une autre sortie, on était tout seul dans le magasin. Je me dis, c'est peut-être un peu over the top, mais de l'autre côté, tu peux pas blâmer les gens d'être trop prudents dans un cas comme celui-là. Mais on a peut-être moins la peur au ventre quand on sort. Moi, je vais faire l'épicerie, je suis pas tant nerveux, je garde les distances, mais j'ai pas un œil suspicieux envers tout le monde. Là, fait que, ça nous place dans une situation différente, mais là, je te dirais que le gros talk of the town, c'est beaucoup le déconfinement et le retour à l'école. Oui. Et ça interpelle énormément de parents. Puis je te dis, ça passe toujours faut que les jeunes retournent à l'école, mais de l'autre côté, ça sera pas tellement stimulant, ça va être un peu anxiogène, mais il faut bien continuer à vivre. Mais il n'y a pas tant de danger, mais d'un coup, il y a de quoi qui arrive. Fait que, je te dirais que les décisions changent à chaque demi-journée. On dit, ah oui, ils vont. Ah non, ils iront pas. Ah oui, ils vont y aller. Mais on a un peu moins peur, mais en même temps, il ne faut pas qu'on perdre, si tu veux, les avancées qu'on a réussi à faire. Nous, la courbe, on l'a aplatie solide. Là, mais on il y a même des personnes qui se demandent si le fait aussi d'avoir quand même bouclé les régions assez tôt a aidé justement à ce qu'il n'y ait pas de pic, mais que là, si on commence à déconfiner tranquillement et on ne fait pas attention, il y a des chances, en fait, que, entre autres, quand on va ouvrir Montréal, et si l'acuité des tests et le nombre de tests, mais aussi la précision à savoir où on en est avec cette infection-là, cette pandémie-là, si elle n'est pas précise, qu'il y ait des foyers qui repartent dans les régions. Dans le fond, vous seriez un peu à rebours parce que le noyau est à Montréal, puis ça n'a pas spreadé encore, si on peut dire. C'est ça. Puis on a, je veux dire, nous, on a fait ce qu'il fallait ici, mais de l'autre côté, à partir du moment où tu ne contrôles pas qui rentre chez vous, c'est ça. C'est clair qu'il faut que nous, on continue à prendre les précautions, se laver les mains puis garder une certaine distance. Puis ça, c'est un point, la distance ici, c'est beaucoup moins difficile à garder. Je voyais les chiffres sur Montréal-Nord. On parle de 1200 cas sur un territoire d'à peu près 11,1 km². Puis c'est 85 000 personnes. Hey, nous autres, on a 65 000 km², puis il nous reste 16 cas. Fait que je te dirais que cette faible densité-là fait en sorte qu'il y a moins de chances de propagation. C'est moins propice ici. Puis, d'un autre côté, ça fait en sorte que le confinement se vit différemment aussi. Il y a beaucoup plus de gens qui ont une cour. Aller dans les rues, tu as moins de chances de croiser des gens. Ce qui fait que les gens continuent à sortir. Mais je te dirais, je voyais des bonhommes, des jases de bonhommes sur le bord de la rue. D'habitude, ça jase proche. Là, ils jasent avec un bon 2-3 mètres. Ils sont obligés de crier parce que des fois, ils n'entendent pas bien. Mais je trouvais que les gens quand même étaient quand même très disciplinés, mais on est probablement moins tête qu'ailleurs en ce qui a trait à cette idée-là de ne pas sortir seulement si c'est indispensable. Puis moi, je pense aux enfants, ne serait-ce que les miens. Moi, j'en possède 4. Et on reste un peu en banlieue. Tu sais que les enfants, on les possède pas, ils nous sont prêtés. En fait, on leur appartient. C'est ça. Ce sont eux les chefs. Mais ils ont beaucoup de place. Puis je me disais, si j'habitais dans un 3e étage à Montréal, pas de cour, ça serait un peu l'enfer. C'est chez nous, ça. C'est chez nous, ça. Au 2e, mais on a un parc mais pas loin. Mais t'as un enfant, toi, qui est quand même assez grand. Oui, mais il faut quand même surveiller ça.
Mais il y a des enjeux quand même ici, puis il y a des gens qu'on n'entend pas. Donc, il y a des comités de vigie qui ont été formés, puis on essaie d'être au-devant des gens, puis de savoir s'il y a des situations problématiques. Moi, j'ai une pensée beaucoup pour les personnes handicapées, par exemple, pour qui la vie est déjà une course à obstacles en temps normal. Là, ça doit être vraiment pire. Ouais. Puis, il y a toutes les personnes immigrantes aussi. On en a un peu entendu parler. Il y a le devoir qui couvre beaucoup ces enjeux-là. Mais les personnes immigrantes qui arrivent ici, qui ont un statut incertain, souvent, c'est déjà une course contre la montre pour eux de finir leurs études dans le but de respecter les délais imposés par leur certificat d'acceptation du Québec, puis éventuellement se trouver un job. Et là, se retrouve, tout est arrêté. Fait que là, ils doivent réentreprendre les démarches. Ils sont pas certains d'avoir accès à des soins de santé. Puis dans une situation où on est dans une crise de santé publique, il y a énormément d'angoisse là, chez les personnes immigrantes. Fait que ça s'est vu. Moi, je suis en lien quand même avec des personnes dans le cadre de mon travail. Fait que c'est des situations assez particulière. Évidemment, on pense à l'Abitibi, on pense aux Premières Nations, aux Autochtones. Est-ce que tu sais un peu comment ça se déroule de ce côté-là? Les populations qui habitent Val-d'Or, entre autres, parce que moi, je connais plus Val-d'Or, mais aussi les réserves autour de la ville de Val-d'Or, entre autres. Est-ce que tu as des informations à savoir comment ça se déroule là-bas? Bien, si on prend la situation de Val-d'Or même, nous, ici, on a la chance d'avoir un des centres d'amitié autochtone les plus dynamiques au Canada, là, vraiment. Donc, eux n'ont pas le choix de fermer leurs portes, mais il y a quand même des services psychosociaux qui sont offerts. Ils sont en lien avec leur clientèle aussi, donc des appels un peu pour prendre des nouvelles des gens. Ensuite de ça, il y a de l'aide alimentaire qui est organisée pour la clientèle du Centre d'amitié autochtone. Et on a une particularité ici à Val-d'Or qui est une itinérance à spécificité autochtone, si tu veux. Val-d'Or se trouve être une espèce de point de chute pour des gens des communautés du Nord, des communautés Cris. Pour les soins de santé, pour les soins de santé, entre autres, les achats mensuels, les gens qui viennent pour acheter des choses, stacher de la bouffe, puis des appareils électroménagers, des trucs comme ça. Tout à fait. C'est un lieu de loisirs, c'est un lieu de rencontre, c'est un point de rencontre, Val-d'Or. Donc, il y a le refuge chez Willy, qui était dans le fond dans un bungalow là, qui datait des années 40. Donc, c'est un centre de jour pour des populations itinérantes. Donc, il y a une entente avec le marché public. Ils ont pu s'installer dans le marché public pour pouvoir respecter la distanciation entre les individus. Il y a une espèce de centre de débordement, si on veut, du centre d'hébergement La Piole, qui est une maison pour sans-abri. Donc, il y a des lits qui ont été installés. Un des problèmes qu'on a, c'est de trouver de la main-d'œuvre pour opérer ces différents centres-là, pour assurer la sécurité. Fait que ça, c'est un défi. Pour ce qui est des communautés qui sont à l'extérieur de Val-d'Or, on parle de Kitsakik, qui est dans la réserve faunique Le Vérandry, et Lac-Simon. Ils se sont totalement confinés et isolés, là, si on veut. Donc, à Kitsakik, on parle d'autour de 300 personnes qui résident là. Il y a 2 personnes qui ont le droit de quitter la communauté seulement et qui vont faire des achats pour le reste de la communauté. Lac-Simon, ils ont de la chance. Récemment, ils ont ouvert une station-service sur le bord de la route 117. Et ensuite de ça, il y a une épicerie au sein même de la communauté. Donc, ça leur permet là, de pouvoir justement se refermer un peu sur eux-mêmes. Puis, les préoccupations qu'il y avait, c'est que là-bas, premièrement, il y a un problème de logement qui est endémique puis qui dure depuis des années, ce qui fait qu'il y a de la surpopulation dans les maisons. Si on parle de 10, 12 personnes, s'il y a une personne, je parlais tantôt de lits de sapinage avec du gaz, ben là-bas, en plus, il y a des petites briquettes blanches qui servent à partir des hibachis. Il y en a dispersés partout. Puis ensuite de ça, il y a des problèmes de santé importants aussi, comme par exemple, il y a des problèmes de diabète qui sont assez répandus là-bas. Et une résistance qui est différente face aux différents microbes. Fait qu'il y a vraiment des grosses craintes. Et en fait, il y a la comorbidité face à la COVID, entre autres pour le diabète, parce que c'est une des maladies où les victimes, en fait, ont de la difficulté à combattre la COVID à cause de ça, entre autres. Exactement. Et si ça nous montre une chose, cette maladie-là, c'est qu'on on aurait pu croire qu'on était tous égaux face à la maladie, mais il reste que les conditions de vie, les conditions socio-sanitaires dans lesquelles on vit sont juste exacerbées. Ici à Val-d'Or, on a une crise du logement, ce qui fait que les gens qui sont confinés dans leur logement, il y en a plusieurs qui sont insalubres parce qu'on a des propriétaires qui sont crapules. Si tu es confiné dans un logement insalubre, c'est quasiment une condamnation à développer d'autres types de problèmes de santé. Donc, c'est une situation qui est assez particulière, mais il n'y a pas de cas
vraiment qui ont été déclarés. Je pense qu'il y a une personne qui a été atteinte au Lac-Simon et c'est tout. Okay. Donc, le problème est quand même sous contrôle de ce côté-là. Mais écoute, je te remercie de ce petit rappel parce que, bon, on est allé à la saison 1, on est allé à Val-d'Or. On a un rendez-vous prévu à l'automne pour le Salon du jeu, je crois. Oui, 15-2. Oui, voilà. Et ben là, j'ai hâte de voir si on va être capable d'y aller. Mes espoirs sont pas très élevés, mais bon, à l'automne, il peut se passer beaucoup de choses. Fait que, ben, merci Paul-Antoine de nous avoir parlé. Puis on va se reparler éventuellement. Idéalement de vive voix face à face dans un enregistrement à Val-d'Or, mais sinon on utilisera les technologies puis on regardera comment ça se passe aussi peut-être à la fin du printemps, juste avant la fin de la saison 2 de cette balado, on ira vous reparler. Excellent, merci Fred, puis merci pour le travail que vous faites, cette espèce de regard oblique que vous apportez sur l'actualité, un peu moins à chaud puis un peu moins dans l'espèce de human, parce que les journalistes sont comme ça, hein, sont des petites bêtes qui sont avides et qui veulent des histoires à raconter. Et je trouve que de prendre le temps de réfléchir, d'offrir cet espace-là de réflexion, t'as atteint ton but, Fred, bravo. Merci, ça tombe bien. C'est un service essentiel. C'est très gentil, ça tombe bien, je suis pas journaliste, fait que j'en cherche pas tant que ça des histoires. Salut. Qu'il rend bien t'en face. Alors, j'ai souvent dit que ce projet-là, c'est un projet... en fait, l'idée de communauté était bien importante et souvent, d'un épisode à l'autre, c'est des auditeurs, des auditrices qui m'écrivent pour me dire hey, « j'ai une idée » ou « telle personne, tu devrais lui parler ». Et c'est notre prochaine invitée, c'est un peu ça. Alors, je la salue immédiatement. Geneviève Robert, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de vous un peu. Je travaille en tant qu'enseignante orthopédagogue depuis à peu près 28 ans au sein de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. J'adore ce que je fais, vraiment. Oui. Puis, je suis aussi impliquée au sein de la commission scolaire de Montréal en tant que membre parent au sein du comité central, qui fait que je porte un regard sur ce qui se passe à la commission scolaire Marguerite Bourgeois et au niveau de la commission scolaire de Montréal. Voilà. Et là, vous m'avez écrit, vous me dites, là, moi, j'ai des choses à dire, j'aimerais aider les gens pour les apprentissages, le fait que l'école est fermée, l'école va réouvrir. Puis là, je me disais, ça serait peut-être le fun qu'on vous parle, justement. D'abord, vous êtes orthopédagogue, c'est bien ça. Puis je pense que pour bien des gens, c'est un peu flou ce qu'est l'orthopédagogie. Alors, expliquez-nous un peu, c'est quoi? C'est une profession. C'est important de le souligner parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que ça implique des formations. Alors, je suis régulièrement en formation pour améliorer mes compétences, mon approche. Et puis, je travaille avec des élèves qui ont des défis au niveau des apprentissages, au niveau du dépistage, de la prévention. Je travaille en collaboration avec mes collègues de travail. Et j'interviens aussi souvent en classe. Oui. Parce que les stratégies que je mets de l'avant, ça s'adresse à tous les élèves, plus spécifiquement aux élèves qui ont des défis. Oui. Ça peut être valable pour toute personne qui désire améliorer ses compétences au niveau des apprentissages. Bon, et là, je vais vous le demander tout de suite parce qu'on devait parler de santé publique aujourd'hui. Je l'avais annoncé la semaine dernière. Ça a été repoussé à la semaine prochaine. Mais on va y revenir. On va parler de santé publique de façon, je dirais, globale. Mais là, l'actualité m'a un petit peu obligé En fait, j'avais envie de vous parler parce qu'on a annoncé la réouverture des écoles. Ça ne se fera pas au secondaire, ça va se faire entre autres au primaire. Ça sera pas obligatoire. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ça quand le gouvernement a annoncé, le ministre Roberge a annoncé comment allaient se réouvrir les écoles primaires? J'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, on a eu une assemblée générale virtuelle il y a quelques heures. Et puis, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas vraiment obtenu réponse. Alors, tout le monde est un peu préoccupé. Tout le monde a des réserves, qu'il s'agisse de parents, de collègues pédagogues. Puis, c'est tout à fait normal. C'est dans l'ordre des choses. On va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Le contexte était déjà un peu fragile avant la pandémie. Il y a une pénurie de pédagogues. Il y avait la problématique du plomb dans l'eau. C'est quand même gros. Il y a les édifices aussi qui auraient besoin de rénovation. Alors, c'est tout un défi qu'on a relevé, mais je côtoie des personnes absolument extraordinaires qui sont très positives, proactives,
Et puis, je pense que ça va se faire étape par étape, puis on va espérer que ça se fasse dans le respect des limites de chacune. Évidemment, il y a beaucoup de gens tout de suite qui... le gouvernement a dit, entre autres, que c'était pour aider les enfants en difficulté. Et là, je sais que vous n'avez pas ce terme-là, vous l'avez déjà dit. C'est les enfants qui présentent des défis d'apprentissage. Mais le gouvernement, c'est un petit peu... En tout cas, pour bien des gens, le gouvernement s'est caché un peu derrière ça. Puis le fait que ce soit pas obligatoire, en fait, que le plan n'était pas précis, on a l'impression que... Dans le fond, on ouvre les écoles primaires et pas les écoles secondaires pour en faire des grandes garderies pour permettre aux parents de retourner travailler. Est-ce que vous êtes de cet avis-là, vous, ou vous avez l'impression qu'on va être quand même capable de transmettre des savoirs dans ces conditions-là? Bon, vous me posez des bonnes questions. Alors, premièrement, j'ai jamais conçu les écoles comme des garderies. À mon sens, puis j'ai travaillé au sein d'à peu près 14 écoles, au moins. Et puis, mes collègues elles ont une bonne maîtrise de ce qu'on appelle la progression des apprentissages. La progression des apprentissages, c'est un document qui est accessible en ligne. Ça énonce les compétences et au primaire et au secondaire. Et puis, étant donné que mes collègues et moi sommes au fait de ce qui est à voir selon le niveau, que ce soit la deuxième année et le cycle, ce qu'on va probablement faire, c'est prioriser une forme de révision parce qu'on veut s'assurer que ce qui a déjà été enseigné avant la pandémie est bien acquis. Alors, puis, essentiellement, ce qui est à prioriser, c'est la lecture. Bon, puis on peut agencer les notions d'écriture, on peut faire des mathématiques. Les élèves qui restent à la maison, ce qui est le plus préoccupant, à mon sens, c'est la disparité qu'il y a entre les écoles privées et les écoles publiques. Et en sus de ça, il y a aussi une disparité au sein des écoles publiques ou privées elles-mêmes. Maintenant, si on veut... égaliser au niveau des apprentissages, c'est pas viable. C'est un non-sens. Alors, ce qu'il faut faire, c'est du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a. Puis, si on veut vraiment aller vers un libre choix, ça veut dire qu'il faut donner l'occasion aux parents qui vont continuer à travailler, mais qui ont décidé de garder leurs enfants, que ce soit des gens dans le domaine de la santé ou des gens qui ont des grands-parents à la maison, parce que j'ai quelques élèves, moi, les parents vont garder leurs enfants à la maison. Ce sont des élèves à défi parce qu'il y a des personnes âgées qui sont à la maison. Puis les parents, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent, les enfants passent toute la journée devant l'écran. Alors, il faut leur donner des façons accessibles, utiles, de pouvoir accompagner leurs enfants en respectant leurs limites, leurs compétences, puis le temps qui leur est octroyé aussi, qui leur est alloué. Et c'est pour ça que je voulais qu'on se parle, parce que je pense que ça va être bien pratique ce que vous allez nous offrir. Puis entre autres, je l'avoue, là, c'est que je me sers en premier parce que j'ai un ado à la maison. Et on était en vacances. Il était en vacances avant l'annonce de cette semaine. Puis là, évidemment, j'essayais de faire un suivi, mais c'est quand même pas évident. Il était en secondaire 4. Ça a été long aussi. Il est à l'école publique au régulier. Ça a été long avant d'avoir une rétroaction des professeurs. Il y en a certains qui l'ont fait. Mais sinon, on était un petit peu dans le flou. Là, ça rentre. Aujourd'hui, entre autres, là, on sent qu'il y a des choses qui ont bougé parce que là, on a des directives claires, mais reste que tous les élèves du secondaire vont rester à la maison jusqu'en septembre prochain. Et là, je me disais, ça serait peut-être intéressant de vous avoir justement pour essayer d'organiser, qu'on puisse organiser les parents des élèves qui sont à la maison. Comment on peut faire pour structurer ça? On n'est pas des professeurs, on n'est pas des enseignants de formation. Comment on peut quand même faire en sorte que les acquis et peut-être même de nouvelles connaissances puissent être acquises par les enfants qui restent à la maison? Ce que je vous avais mentionné quand je vous ai écrit, c'est le fait que on entend souvent à la radio des invités qui ont des compétences au niveau de l'histoire, qui ont des compétences scientifiques, médicales, etc. Je trouve qu'il est très, très important d'inviter des gens qui ont des compétences pédagogiques. Maintenant, moi, je pourrais en parler pendant des heures. Je pense qu'une façon de rendre ça accessible, ce serait par le biais de petites capsules un peu ludiques. Moi, j'ai mes enfants une semaine sur 2, qui sont prêts à se porter volontaires. Puis, ne serait-ce que quand on parle de lecture, la compréhension en lecture des notions implicites, un peu inférentielles, ça veut dire que qui est sous-jacent à ce qu'on lit,
je peux le faire par le biais de capsules, puis les parents pourraient s'en inspirer, puis les adolescents eux-mêmes pourraient s'en inspirer. J'ai travaillé un texte de 6e année avec mon fils qui est en secondaire 5, puis dans le contexte, quand on montait cette petite capsule-là, je lui ai posé une question, puis il n'était pas préparé, puis il m'a regardé en voulant dire « Mais j'en ai aucune espèce d'idée, maman. » Là, je l'ai accompagné dans une meilleure compréhension. On a repris évidemment la capsule là, parce que son orgueil était en jeu. Ce que je veux dire, c'est que c'est un apprentissage pour tous, là, pour les adultes aussi. On s'entend qu'on parle beaucoup du fait qu'il y en a plein qui sont analphabètes fonctionnels. Alors, contrer ça, il faut mettre de l'avant des façons intéressantes, variées, dynamiques de favoriser une compréhension du contenu en lecture. Bon, mettons là qu'on veut que nos enfants lisent plus. Puis ça, c'est pas la première fois que je pose la question à des invités. Je l'ai posé à Serge Bouchard quand il était venu un peu plus tôt dans cette saison-ci. Et là, évidemment, on est confronté aux écrans. Puis là, en plus, on est doublement confronté parce qu'au secondaire, tout se passe sur les écrans. C'est-à-dire que les choses à faire se font sur les écrans. Et on le sait, les adultes, on a de la difficulté à travailler puis pas aller voir sur Twitter ou aller voir le fil de nouvelles. Comment on peut faire quand les enfants sont à la maison pour essayer que la concentration demeure et que la lecture hors écran puisse exister pour des élèves qui n'aiment pas beaucoup lire et qui ne sont pas habitués de lire? Ça fait 28 ans que j'enseigne. À tous les jours, j'apprends quelque chose en enseignant. Oui. Et j'ai remarqué qu'on est mieux de prioriser la qualité plutôt que la quantité. Qu'est-ce que c'est que la lecture? Parce qu'il y a une multitude de façons de lire. On peut lire un texte en faisant un survol de façon un peu superficielle ou on peut lire n'importe quoi, une recette, puis vraiment avoir à la relire pour s'attarder vraiment à la compréhension. On parle beaucoup de cuisine ces temps-ci, là, les gens, ils font du pain, etc. Ben, tout ce qui concerne la pratique guidée, la répétition, c'est valable dans tous les contextes. Alors, si on veut, par exemple, que notre enfant développe un intérêt davantage au niveau de la lecture, premièrement, on va partir de ses intérêts. Deuxièmement, on peut lui demander de se mettre la minuterie puis de ne pas passer trop de temps parce que ça ne sert à rien. On atteint un genre de plateau. Alors, c'est qu'ils se mettent une minuterie puis qu'ils bougent puis après, ils reviennent au texte parce que... Puis, il y a une chose intéressante, c'est de lui demander à lui ou à elle de nous poser des questions parce que ça les amène ailleurs dans leur compréhension. Quand nous, on leur pose des questions, c'est pas la même chose que quand on leur demande à eux ou à elles de nous en poser. Parce que, attendez, je veux juste comprendre. Mettons, là, on demande à notre adolescent, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Bon, OK, les jeux vidéo. Alors, est-ce que tu voudrais lire un livre sur les jeux vidéo? Oui. Et là, après ça, on lui demanderait de nous poser des questions sur le livre qu'il a lu, mais nous, on n'a pas nécessairement lu ce livre-là. Il faudrait idéalement faire de la pratique guidée parce que les compétences en lecture, ça se développe. Quand on fait de la pratique guidée, ça veut dire quand on lit occasionnellement avec notre enfant, on tient compte de la ponctuation, puis on va plus loin parce qu'en général... Mais mon enfant a 15 ans, là, je ne penserais pas lire avec lui. Ah ben vous dites ça, puis ma fille a 14 ans, puis quand je lui lis des géo-ados, puis que je l'amène ailleurs, je lui parle de la Corse, etc., ça travaille toute son imagerie mentale, puis les lecteurs et lectrices compétents ont besoin de travailler leur imagerie mentale, fait qu'on le fait en alternance. Des fois, que moi, parler de ponctuation avec mon ado de 15 ans, j'ai l'impression qu'il me ponctuerait d'un regard assassin. Mais on peut essayer, ça serait intéressant, effectivement. Oui, de un, parce que tout ce qui concerne la grammaire, là, il y a une multitude de façons d'enseigner la grammaire, puis ça peut être très ludique et intéressant, là. On pourrait s'en reparler, mais dans une autre capsule. Moi, j'enseigne la grammaire, puis les enfants, des fois, ils me regardent en voulant dire, mais si j'avais su, tu sais, Bref, quand je lis à ma fille, je lui dis pas, ben là, il y a un point, je fais une pause. Je le fais. Alors, elle l'entend, qui fait que quand c'est à son tour de lire, ben, elle tient compte, elle se modélise sur ce que moi je fais. Ensuite de ça, quand je lui pose des questions, je l'aide à faire un rappel. Ça veut dire où on arrête la lecture, je dis, ben, qu'est-ce que tu as compris de la Corse ou de ce que je viens de te lire sur la Corse? Non, mais ça va. Mais tantôt, je voulais dire, les questions, vous dites, au lieu que ce soit moi qui pose des questions, c'est l'enfant qui pose des questions sur ce qu'il vient de lire à nous. Mais j'essaie de comprendre en pratique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. OK. Ça, c'est dans un contexte de pratique guidée, quand on lit avec l'enfant. Parce que si on n'a pas le temps, ce serait peut-être, alors, tout simplement de lui demander de vous dire qu'il a compris de ce qu'il a lu.
préparant le souper. Oui. Là, tu as lu un texte sur les jeux vidéo. Ouais. C'est pas l'essentiel de ce que tu as lu, dis-moi le don. Comme ça favorise ce qu'on appelle un accès lexical. Fait que là, il va essayer ça fait travailler sa mémoire. Ça favorise aussi l'imprégnation. Ça veut dire qu'en disant ce qu'il a lu ou ce qu'il a compris de ce qu'il a lu, il va l'intégrer. Oui, puis des fois, c'est intéressant, on peut aller le valider. On peut dire, es-tu sûr de ça? Regarde, viens, on va aller vérifier. Oui. Moi, c'est arrivé souvent, là, mes enfants, ils me disaient, j'ai lu tel... Parce qu'il y a beaucoup de fausses informations aussi. Fait que des fois, juste question d'aller vérifier. Tu te rappelles qu'il y avait 6 pays où il y avait des femmes qui étaient qui étaient en charge des pays. OK, on va aller valider c'était quel pays. Fait que là, on va vérifier, puis c'est vraiment intéressant. Là, je comprends. Un autre angle qui est intéressant aussi, et je pense qui pose un défi, c'est le temps accordé, la disponibilité et le contexte. C'est-à-dire que c'est bien beau recevoir les choses à faire des professeurs, mais on est à la maison, on est confiné. Moi, j'avoue que c'est difficile puis tu sais, je le vois bien que c'est pour lui aussi, c'est difficile d'organiser lui-même son temps et sa disponibilité mentale à pouvoir travailler un nombre d'heures à la maison. Alors, tu sais, à l'école, forcément, il y a un cadre qui est facile à suivre, mais là, on est à la maison. Quels outils vous pourriez nous donner aux parents, en fait, qui ont leurs enfants à la maison pour essayer de structurer un peu la disponibilité intellectuelle en temps de confinement dans une maison? Quand on parle de temps, il y a un élément essentiel qui a trait à la disponibilité. C'est sûr que si je travaille avec mes enfants, puis je suis en train de préparer le repas, puis là, j'ai un appel conférence en même temps, etc., ma disponibilité n'est pas du tout la même. Alors, il faut se poser et que ce soit un moment, c'est pas obligé d'être un moment fixe pendant la journée, mais il faut que ce soit un moment pendant lequel on est vraiment disponible, ce qui fait que ça crée une ambiance qui permet justement aux apprentissages de se poser. Puis l'amener vers une pratique autonome, ça veut dire l'amener à être capable de faire le travail seul, ça implique un certain investissement. Il faut premièrement faire une sélection des sites qui s'avèrent les plus pertinents ou des travaux qui s'avèrent les plus pertinents. Ça peut mais ça, techniquement, le professeur l'a fait. Ce qui est envoyé aux élèves, la sélection, elle est faite. Ou est-ce que vous estimez que le parent doit en plus faire un double check, comme on dit, en bon français? Honnêtement, oui, parce que moi, quand je reçois la trousse de mes collègues, parce que je travaille avec des élèves à défi, fait que je regarde la trousse, puis écoutez, il y a beaucoup de matières, là, il y a univers social, mathématiques, français, etc. Fait qu'en général, je priorise ce qui s'avère le plus, justement, j'emploie beaucoup le mot défi, mais c'est parce que je trouve que c'est un mot qui est important. Je commence par prioriser ce qui est le plus exigeant. OK? Parce que après ça, je sais que l'enfant va être capable de se diriger plus vers une pratique autonome. Puis, à ce moment-là, je m'organise pour, si je suis pas disponible au moment où mon enfant fait ce travail-là qui est un petit peu plus exigeant, qu'ils prennent des notes sur ce pourquoi il y aurait besoin d'informations additionnelles. Puis, à un moment ultérieur, quand je serai disponible, là, on pourra valider ou aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Parce que pour qu'il y ait une rétention, il faut absolument qu'il y ait une compréhension. Puis ça, cette compréhension-là, il faut la valider. OK. Mais c'est quand même un défi. Tu sais, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement, parce que là, on l'a vu, Jean-François Robert, j'ai un petit peu dit aux parents, là, c'est à vous d'avoir la responsabilité que vos enfants, en fait, d'effectuer le suivi, mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui vont se sentir démunis par rapport à ça parce que, tu sais, moi, je suis chanceux, là, je fais des chroniques à la radio le matin. À 9h, évidemment, il faut que je me tienne informé, mais à 9h, c'est terminé. Moi, j'ai pas des réunions, j'ai pas des séances de travail avec des collègues sur des applications sur l'ordinateur, mais pour un parent là, qui travaille 5-6 heures par jour sur son ordi, à la maison, oui. Comment on peut s'assurer, malgré tout, que notre enfant va fonctionner de façon autonome avec son ordi et les directives envoyées par courriel de ses profs? C'est quand même tout un défi. C'est un énorme défi, mais ça l'était avant la pandémie aussi. Là. Depuis les 28 ans où j'enseigne, ne serait-ce que quand je présente ce qu'on appelle un plan d'intervention adapté pour les élèves qui ont... Puis c'est valable pour tous les jeunes, dans le sens où notre vie est telle que prendre le temps de prendre le temps,
c'est un travail de très, très longue haleine. Ouais. Fait qu'on va avoir des choix à faire, mais on avait ces choix-là à faire avant aussi, là, des élèves à défi où il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. Oh, oui. Fait que c'est sûr que ça met une pression additionnelle sur les parents, mais ça, ils ont un peu leur part de responsabilité parce que moi, quand je disais prioriser la qualité, on est mieux d'en faire moins, mais de vivre des interactions agréables. Les apprentissages, là, ça peut être super agréable. Oui. Moi, je vous dirais que c'est pas tout à fait des moments agréables présentement de discuter de travail avec mon fils. Puis je le sais que c'est difficile pour lui, là. Puis je pense que j'ai l'impression même des fois qu'il n'y a même pas les mots pour mettre, en fait, pour exprimer qu'est-ce qu'il vit, parce que on est tous... C'est toute une nouveauté pour nous d'être confinés, de vivre ce stress aussi. Et là, on demande à des ados de fonctionner. Je sais qu'au privé, ils le font. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va bien, cela dit. Et évidemment, c'est une logique marchande, c'est-à-dire que les écoles chargent cher et ils se sont retournés vite à cause de ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, d'ailleurs? La dichotomie privé-public, justement, dans l'apprentissage à distance? Ben, moi, je travaille au public, je mets de l'avant le public, je vais toujours être une personne qui est très proactive au sein du public. Je trouve que on a des ressources absolument incroyables. J'ai des collègues, on a des rencontres multi, on accompagne les jeunes. Ce qu'on veut faire, c'est aller chercher leurs compétences. On veut qu'ils vivent des moments de valorisation et ça, c'est valable pour tous. Oui. Fait que si votre fils, il y a des moments où il n'est pas disponible, c'est juste normal, là. Oui. Moi, c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour vous. Fait que peut-être prendre une entente, puis je trouve, moi, là, j'ai décidé dans ma vie que j'allais opter pour le positif. Fait que quand je rédigeais mes rapports orthopédagogiques, avant, j'avais tendance à écrire cet enfant-là a des difficultés, blablabla. Ouais. Alors que maintenant, quand je les rédige, c'est il serait profitable de favoriser un accompagnement à tel ou tel niveau. Comme ça, on cible ce qui est le plus à travailler et on trouve des façons de le faire. Maintenant, tout enfant, tout ado, moi, mon fils est au privé, là, c'était pas mon choix, mais peu importe. Mon fils fréquente l'école privée, puis là, il est en 5, il réussit très bien. Ouais. Lui, en ce moment, il n'en fait pas des apprentissages. Puis, honnêtement, c'est correct. Il lit régulièrement, il lit des livres très, très avancés, il y avait d'excellents résultats, puis c'est correct. Si votre fils, il y a des petites choses à améliorer, ben là, il faut investir, mais prenez des ententes avec lui dans le sens où ça serait des ententes positives. Tout à fait. On a toujours dit, la réussite des élèves, ça passe aussi par le fait que les parents s'intéressent à ce que les élèves font et font un suivi comme ça aussi, là. Ne serait-ce que de savoir ce que nos enfants font à l'école, puis s'y intéresser, ça a un impact sur la réussite. C'est avoir du plaisir. Oui. Ouais. Ben écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous parler. On sent la passion derrière votre voix. Puis j'espère que ça va aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé parce que je vous avoue, c'est un petit stress personnel quand même d'être capable d'offrir un cadre à mon fils qui est confiné à la maison. Puis on verra, mais tu sais, j'espère que la rentrée va avoir lieu en septembre, mais sait-on jamais, cette maladie, ce virus est tellement imprévisible qu'on en a peut-être pour plus longtemps qu'on pense. Puis je pense que c'est important de prendre ça au sérieux puis de s'armer pour que l'apprentissage, sans tomber non plus dans l'anxiété de performance, mais que les apprentissages se poursuivent et que nos enfants soient stimulés aussi là, intellectuellement. Je pense que c'est super important. C'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup de parents qui sont obligés de faire affaire avec du tutorat au privé. Oui. Moi, mon objectif vraiment premier, fondamental, c'est de rendre ça accessible bénévolement. Je pense à Chloé Sainte-Marie, qui est une mère, en tout cas, je pourrais en nommer, là, il y a tellement des gens incroyables au Québec. Moi, je suis très, très fière d'habiter où j'habite. Bon, Chloé Sainte-Marie, elle offre du temps d'écoute bénévolement à des aides-soignants ayant le vécu qu'elle a. Oui. Moi, j'envisageais aussi... c'est intéressant, ça. Dans une plage horaire, là, un temps où je pourrais répondre à des questions. C'est sûr que ma disponibilité est quand même assez limitée. Oui, mais j'aime tellement ça. Il y a un papa qui m'a dit qu'est-ce que je priorise en écriture avec mon enfant qui est en première année. Là, j'ai eu à me poser, je me suis questionnée, puis je pense que je l'ai bien dirigé vers ce qui constitue
constituait pour moi une priorité. Puis j'ai des idées pour les élèves de tous les niveaux, de tous les âges. J'en ai même pour les adultes. Bon, ben écoutez, j'ai l'impression que vous allez être harcelés. Les auditeurs et les auditrices vont vous écrire, mais en attendant, envoyez-moi ce que vous pensez qui pourrait être pertinent à diffuser sur la page Facebook, entre autres les capsules que vous avez faites, puis peut-être certaines ressources qui n'apparaissent pas dans les trousses pédagogiques. Puis je pense que ça va juste être un complément à ce qui existe déjà. Puis je pense que ça va déjà être des bons outils qu'on va offrir à nos auditeurs et nos auditrices. Je vais faire ça avec un immense plaisir. Ben, merci beaucoup. Et on se reparle peut-être un peu plus tard, quand tout ça prendra forme de façon plus concrète, quand vous aurez peut-être une multitude de capsules de prêtes, on pourra en faire un lancement à la balado puis que les gens aillent voir ça. Ah, ce serait vraiment apprécié. Ben, je pense que tout le monde pourrait en profiter. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, vraiment. Geneviève Robert, orthopédagogue, merci d'avoir pris du temps avec nous pour nous expliquer votre démarche et nous donner des trucs et un peu d'espoir que finalement le confinement va peut-être bien se passer au niveau pédagogique pour nos enfants. Je le souhaite. Alors, on s'en va rejoindre Hélène Faradji. Bonjour, Hélène. Salut Fred, comment ça va? Ah, ça va bien, mais oui, ça va bien. Ça va bien? Semaine difficile quand même de confinement. Ouais. C'était lourd cette semaine. Ouais, pour moi aussi. Puis ça m'a fait réaliser qu'en fait, ce dont j'avais besoin cette semaine, c'était de silence. Ah. Et ça tombe mal parce que je viens de la balado vient de vous équiper là, d'une rig pour que vous sonnez tellement bien. Ne vous taisez pas. Non, je ne me tairai pas pendant... C'est mon 10 minutes où je vais parler, mais le reste du temps, j'ai besoin de silence. Et j'ai réalisé que c'était vraiment pas facile, en fait, de trouver de l'espace pour laisser la place au silence parce que on est confiné parfois à 2, à 3, à 4, à plus, dans des 4,5 ou moins. On est surtout tous envahis par des études, des infos, des points de presse, des nouvelles qui se contredisent en plus parfois dans la même journée. Ouais. Et j'ai eu un espèce de ras-le-bol. Je me suis dit que la seule chose dont j'avais envie en ce moment, c'était de dire chut. Chut Trump et son lissol, chut le premier trio avec son immunité naturelle, chut les complotistes, chut les chiffres quotidiens, juste chut. Et pas parce que je veux retrouver un espèce d'état d'indifférence au monde qui m'entoure. Au contraire, j'ai l'impression que ce monde d'avant, qui essaye de perdurer en parlant fort, ben moi, j'avais besoin de le mettre en sourdine pour essayer de trouver un espèce d'état qui soit proche de la paix. Et je sais que je parle du point de vue de la privilégiée parce que je peux me permettre juste d'avoir envie de silence. Il y a plein de gens comme les travailleurs essentiels, ceux qui vivent dans la rue, les migrants, ceux qui sont confinés avec des violents, ben pour eux, le silence, c'est un luxe, c'est un concept, ça ne peut même pas exister dans la réalité. Sauf que j'ai l'impression que ce besoin de silence-là, moi, c'est ce qui va m'aider à accepter doucement la suite. Et je sais que je ne vais pas faire plaisir à grand monde, je ne me fais même pas plaisir à moi, mais je crois qu'en ce moment, on n'a pas vraiment le choix d'accepter ce qui habituellement reste très intime, très caché, c'est-à-dire le cycle naturel des choses, c'est-à-dire la mort. Oh boy. Et je crois que ce qui nous chahute autant dans cette idée d'immunité collective, alors oui, le concept est devenu persona non grata dans les discours officiels, mais ça reste très présent quand même, c'est que ce concept-là, cette idée-là, elle nous met face à face, droit dans les yeux, avec l'idée de notre propre mortalité. Avant, jadis, naguère, c'était exceptionnel, ça, l'idée de devoir accepter la réalité de notre mort. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment possible. Parce qu'il y a 1001 raisons pour lesquelles ce virus-là peut tuer. Il y a 1001 conditions qui peuvent mener à des complications. Et non, ce virus-là, ce n'est pas une petite grippette, c'est une saloperie qui nous force à contempler l'idée que chaque fois qu'on met le nez dehors, on est à risque. Et évidemment, avant, on l'était aussi. On pouvait se faire renverser par une voiture en traversant, on pouvait se faire piquer par une abeille et être allergique, on pouvait tomber d'une falaise en prenant un selfie, mais on l'acceptait avec une espèce d'insouciance. C'est le bon vieux carpe diem, hein, qui vivra verra. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. On ne peut plus vraiment être insouciant parce qu'il y a ce bruit constant, cette tempête de bruit, de mots, de phrases qui nous projette comme ça d'un état à l'autre, comme si on était un bateau dans la tempête. Et bien sûr, vous me connaissez maintenant assez pour que vous sachiez ce que je fais quand je me sens dans la tempête. Je reviens à mes films chéris. Et cette semaine, le 24 avril précisément, sur le site du journal La Croix, est apparu l'article d'un cinéaste que j'admire, que j'aime vraiment beaucoup, et qui, dans tout ce bouillonnement-là, en ce moment, m'a fait l'effet d'un spa où le sauna aurait été aux vapeurs de CBD.
Et c'est un texte de Michael Dudok de Witt. On le connaît peu, c'est un cinéaste d'animation néerlandais. Et en 2016, il réalisa un premier long métrage inoubliable, injustement passé sous le radar et que je vous conjure d'aller voir. Ça s'appelle La Tortue Rouge. Ah ouais. Avant même que je vous en parle d'ailleurs, petit coup de gueule parce que j'ai vérifié pour vous. Il y a des exemplaires physiques du DVD à la banque. Il y en a sur le méchant Amazon. À la banque, la bibliothèque, bibliothèque nationale. Ouais, la Bibliothèque nationale. Il y en a évidemment, mais très méchant Amazon. D'ailleurs, si vous pouvez évitez. Ben oui. Mais en ligne, il est très très difficile à trouver. Je l'ai trouvé seulement sur iTunes, mais version française. Et honnêtement, si une chose aurait pu changer dans ces temps compliqués, c'est bien la table de géolocalisation qui fait en sorte que certains territoires ont accès ou non à des films. Ouais. Franchement, ces temps-ci, on aurait pu se laquer un peu sur la géolocalisation. C'est un gros problème. On va en parler plus tard à la fin avec nos petites discussions sur les films que j'ai vus cette semaine parce que c'est une nouvelle tradition que je veux faire avec vous. Là. Oui! Je regarde plus de films et vous êtes la meilleure personne pour en discuter. Puis c'est un gros problème, mais poursuivez avec La Tortue Rouge. Oui, juste avant, un petit truc, un gros big up à la Cinémathèque française qui a lancé cette semaine sa plateforme de visionnement. Ça s'appelle Henri, ce n'est pas géolocalisé et il y a des merveilles là-dessus. Des tonnes de films rares que vous verrez nulle part ailleurs et qu'on ne peut pas trouver de façon facile en ligne ou sur DVD. Bref. On va la mettre sur la page Facebook, évidemment. Le lien, oui, voilà. Mais pour La Tortue Rouge, je sais que vous êtes des brouillards, alors soyez-le, parce que ça vaut vraiment la peine de mettre le regard sur ce film qui est aussi magnifique sur le fond que sur la forme et qui est issu des studios Ghibli. Les studios Ghibli, c'est un studio japonais qui a été créé par l'extraordinaire Hayao Miyazaki, celui qui avait fait Totoro, Princesse Mononoke, Spirited Away. Et La Tortue Rouge, c'était la première fois que ce studio-là produisait un film qui n'était pas le fruit du travail d'un artisan japonais. Autre petite particularité, si jamais ça vous intéresse, mais ce film-là, Michael Dudok de Witt, il a mis 10 ans à le faire. Parce que c'est extrêmement compliqué de faire de l'animation, mais surtout parce qu'il voulait atteindre la quintessence de ce qu'il voulait dire et il y réussit formidablement. Parce que cette histoire, en fait, elle est d'une simplicité biblique. C'est l'histoire d'un naufragé. On va le découvrir sur une île perdue, tout seul. Et à chaque fois qu'il va essayer de s'échapper avec un radeau, il y a une tortue rouge qui va l'empêcher et qui va détruire son radeau. Jusqu'à ce que notre naufragé accepte que sa vie, maintenant, elle est sur l'île. Si vous voulez, c'est comme Adam et Ève, mais sans religiosité. Le dessin est sublime, harmonieux. Le propos, il est d'une transcendance vraiment bienvenue ces temps-ci. Mais surtout, ce film, cette semaine particulièrement, il m'a parlé parce qu'il est sans dialogue. Sans dialogue, ça ne veut pas dire sans vie. Parce que d'abord, il y a la musique. Et la musique, elle se charge de nous raconter ce qui se passe à l'écran et elle nous permet de voir presque mieux que des mots. Elle a été composée par Laurent Pérez Delmar et elle est tellement belle que je vous en fais écouter un petit morceau. Pendant que l'extrait jouait, Hélène, dans ma maison, j'ai une plante avec... c'est une espèce de plante avec des fleurs qui s'ouvrent le jour et qui se ferment la nuit, avec des petites fleurs blanches. Il y a une petite fleur qui est tombée. Je pense qu'elle est tombée d'émotion, parce que c'était beau. Ça, c'est vrai que c'est beau. Hein? Oui, c'est très beau. Et tout est beau dans ce film. Il est même plus que beau, il est bouleversant parce que le dessin devient vivant et surtout, on y revisite l'idée de survie avec une délicatesse qui est extraordinairement zen et qui nous aide à faire un espèce de retour à l'essentiel, c'est-à-dire la tendresse, la bienveillance, la poésie, la communion avec l'autre. Et ce petit miracle de film qui est triste, qui est magnifique, qui part du plus petit pour dire le plus grand et le plus universel, surtout, il nous immerge dans ce qui est beau quand on arrive à accepter
le cycle naturel des choses et le passage du temps. Et comme les choses sont encore parfois bien faites dans ce bas monde, eh ben, le texte écrit par Michael Dudoc de Witt dans La Croix, il va exactement dans le même sens, c'est-à-dire la simplicité, l'ode au silence, le recours au plus évident et au plus accessible pour qu'on puisse se calmer les angoisses, les peurs. Alors, il commence son texte en nous disant d'où il écrit, ce que font beaucoup d'ailleurs des gens dont je vous parle et qui écrivent dans les journaux en ce moment. Donc lui, il est dans un quartier paisible au nord de Londres et il est dans une atmosphère de solitude, de paix, dans un tout petit village où, comme il écrit, ça fait du bien après le Brexit. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais après le Brexit, d'avoir du calme, du silence, de la retenue, ça doit faire du bien aux Britanniques. Alors, lui aussi, il a conscience de son privilège. Il parle de son inquiétude pour tous les gens qui ont perdu leur emploi, sa tristesse face au sort des migrants. Mais il explique aussi que pour lui, artiste, la solitude, le silence, ça le perturbe pas tant que ça parce que c'est une habitude. Et même plus qu'une habitude, c'est indispensable à la création. C'est ça que j'allais dire, ouais. La confection d'un film, bien sûr, elle est collective, c'est sûr. Mais la réflexion, le moteur, ce qui fait jaillir le film, c'est nécessairement solitaire. Parce que pour que la créativité naisse, pour que les idées puissent surgir, il faut éviter les distractions du monde, il faut se calmer, il faut essayer de laisser place à un néant, mais un néant bien rempli. Et c'est pour ça qu'il nous dit que la créativité, au fond, c'est peut-être plus proche d'un exercice de spiritualité qu'autre chose, et en ce sens, c'est évidemment accessible à tous. Et il a une phrase vraiment magnifique et qui, je trouve, fait beaucoup de bien dans le contexte. Il écrit « Il faut céder au désir naturel de s'abandonner au vide, au silence, qui de façon incroyable est la source de tous les sons et de toutes les musiques. » Alors dans mes mots moins beaux à moi, ça donne « Chut, taisons-nous ». Taisons-nous juste quelques minutes pour se laisser remplir par quelque chose. Abandonnons cette tentation de tout penser, de tout commenter, de tout mettre en mots pour simplement être capable de se rassurer et de faire du bien. Et Dudoc de Witt, très rapidement, va nous parler de ce film, de La Tortue Rouge. Il va raccrocher son texte à ce qu'il a fait dans ce film-là. Parce que le héros naufragé de La Tortue Rouge, au début, il veut absolument retourner à la normale. Et forcément, c'est un échec. Parce qu'il court comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles après quelque chose qu'il ne peut pas rattraper. Mais dès qu'il comprend que l'île, c'est son nouveau quotidien, dès qu'il l'accepte, il arrive à ouvrir une fenêtre sur le bonheur. Et ce que fait ce héros et ce dont Dudoc de Witt nous parle, c'est qu'il faut essayer d'abandonner le temps linéaire, c'est-à-dire le temps qu'on peut concevoir avec le passé, le présent, le futur. Et on l'abandonne pour essayer de renouer avec le temps circulaire, qui lui serait plutôt une série de cycles. Alors ça peut être les cycles des saisons, les rituels quotidiens, notre propre horloge biologique, mais c'est surtout ce cycle circulaire qui nous permet de vraiment ressentir le temps présent, le aujourd'hui, le maintenant. Et comme en ce moment, demain, c'est au mieux incertain, mais au pire inimaginable, ça ne me semble pas une mauvaise option, moi, ce temps circulaire. Parce que ça change notre façon d'appréhender le monde. Ça nous fait accepter que nous, humains, on fait d'abord et avant tout partie de la nature, on fait partie d'un tout. Et dans ce tout, chacun a sa place, chacun naît, chacun grandit, chacun meurt. Cette prise de conscience-là, cette idée qu'on peut, sans angoisser en pensant à demain, apprivoiser l'idée du plus terrifiant, elle peut même nous aider, je crois, à mieux et à plus respecter les êtres humains et la nature. Parce que les êtres humains et la nature, c'est rien de plus et rien de moins que nous. Alors pour une fois, je vais chausser mon petit chapeau de docteur, parce que je suis docteur. Dans la vie, j'ai mon doctorat. C'est vrai ça? Donc, ouais. Fait que Docteur Hélène, elle a 2 recommandations pour vous cette semaine. 1, mettez la main sur La Tortue Rouge et pleurez comme vous n'avez jamais pleuré, parce que d'abord, ça fait du bien. Et ensuite, vous avez le droit d'ailleurs de réprimer les jérémiades de votre progéniture, si jamais, parce que la mienne, évidemment, n'a rien trouvé de mieux à me dire que ouais, c'est quand même très silencieux. Hein. Ouais, bon. Mais un jour, elle viendra, je garde espoir. Et ma deuxième recommandation, quelques minutes par jour, autant que vous pouvez, apprivoiser le silence. Quand vous voulez, comme vous voulez, mais juste quelques minutes par jour. Et je vous jure, devant la fureur assourdissante du monde ces temps-ci, ça fait un bien fou.
C'est une parole très sage, Hélène, et c'est drôle parce que ça me fait penser en fait à la méditation pleine conscience qui, moi, m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore, bien que j'avoue que c'est des fois difficile même de méditer en ces temps de confinement. Je comprends. Mais la richesse qu'on peut trouver là-dedans, et on n'est pas obligé d'en faire longtemps non plus, là, je parle pas d'1 heure par jour. Non, juste quelques minutes, ça pour fait commencer, du bien. puis éventuellement, on y prend goût, puis ça permet aussi, surtout, de se détacher un peu de nos pensées anxieuses qui parfois prennent beaucoup, beaucoup de place et qui sont très bruyantes. Oui, et qui sont naturelles ces temps-ci. Il ne faut pas essayer de se dire « Oh, pourquoi je suis anxieux ?» C'est normal. Non, c'est ça. Mais il y a des façons de gérer cette angoisse-là et elles peuvent être plus simples qu'on pense. Tout à fait. Puis en les observant dans le silence, ces pensées anxieuses-là, dans le fond, on les libère d'une certaine façon, on les vit. Ouais. Et après ça, il y a... mais parfois, c'est quand même difficile. Bien sûr. Et moi, j'avoue que ces temps-ci, c'est beaucoup dans le... Aller voir des films. Moi, j'étais pas un weareux tant que ça de films, pour paraphraser Marc-France Bazot. Je lisais beaucoup, mais là, j'ai comme pogné votre problème que vous nous avez parlé. Mon virus? Il y a deux semaines, je pense, 2 chroniques où vous disiez que c'était difficile de lire en confinement. Et depuis presque 2 semaines, je suis un peu poigné là-dedans. Évidemment, je lis beaucoup pour le travail, mais lire pour le plaisir, j'ai de la difficulté. Puis je me suis remis à revoir des films et je vous offre, je vous garoche une petite bande-annonce, un extrait de bande-annonce pour un des films que j'ai vu cette semaine. Parfait. I'd like you to meet Jack Torrance. Jack is going to take care of the overlook for us this winter. It's not a very demanding job. The only thing that can get a bit trying up here during the winter is a tremendous sense of isolation. It just happens to be exactly what I'm looking for. J'en mets pas plus que ça. J'imagine que vous avez deviné assez rapidement parce que vous êtes une doctorante. Alors malheureusement, j'ai pas entendu l'extrait. Il doit y avoir un truc que j'ai pas bien branché dans mon nouveau système. Les auditeurs, les auditrices l'ont entendu. C'est The Shining, Tant en mieux. fait. Ah, bah oui. The Shining, que j'ai moins aimé ça que je pensais. Non, pour vrai? Oui, et là, j'ai une question. En fait, j'ai l'impression que la distance et le fait que le film a été parodié, mais j'ai trouvé que Jack Nicholson, dès le début, en fait, moi, j'ai pas cru du tout que ce gars-là va écrire un livre et que c'est un enseignant. Il a l'air déjà un peu psychopathe en partant, puis... Ouais. Et il joue beaucoup avec son visage. Oui, mais c'est la caractéristique de Nicholson. Oui, et je me suis rendu compte, et peut-être que je suis rendu un vieux grincheux, que ça m'ennuie un petit peu. Je trouvais ça maniéré un peu, sa façon de jouer, et qu'il jouait le gars fucké pour le gars fucké. Et j'ai trouvé que le personnage féminin, et je sais pas si c'est parce qu'on est dans une ère où il y a eu beaucoup de... Shelley Duvall, Oui, mais elle est conne. Elle manque de relief, et je trouve, à la limite... Je dirais pas misogyne, mais je trouve qu'elle est tellement nounoune. Et je pense pas qu'elle aurait... Je la trouve... c'est ça. C'est clairement un film centré autour de ce personnage, puis du personnage masculin, puis comment est-ce qu'on bascule dans la folie. Puis cette idée que l'isolement, le fait d'être coupé du monde, petit à petit, va gruger vos ressources. Mais on le sent pas, ça. C'est que ça va trop vite. À un moment donné, il se met à écrire. Une journée, ça va pas bien. Puis après ça, il tombe tout de suite dans la folie, je trouve. La gradation, elle est très abrupte. On peut présumer qu'il était déjà très, très fragile en arrivant. Oui. Je pense que c'est ça le... Mais j'imagine, je ne sais pas, je commence à connaître un peu vos goûts doucement, mais vous êtes plus sensible peut-être aux acteurs un petit peu plus, on va dire, naturalistes, minéraux. Genre Robert Redford. Peut-être. C'est drôle, j'ai revu The Sting aussi. Ah, voilà, c'est ça. Alors que Nicholson, c'est baroque. Ça va dans tous les sens. Leonardo DiCaprio est comme ça aussi. C'est le genre d'acteur qui presque en met trop et qui, c'est vrai, ça peut désarçonner puis ça peut faire quitter le film. Parce qu'ils prennent une place énorme dans la fiction. Alors, si vous mettez The Shining avec un autre acteur, je ne suis pas sûre que ce soit le même film du tout. Il y a quelque chose dans le jeu de Nicholson qui fait que ça vient. Qui a des pouvoirs. On dirait qu'en cours de route, ces pouvoirs-là ne sont plus là. Ils ne sont plus à l'avant-plan du tout et on a juste Nicholson qui pète sa coche. Le rôle du cuisinier aussi qui part, qui revient. C'est pas clair non plus qu'est-ce qu'il fait là. Vous avez pas eu peur? Non.
Je dois l'avouer, non, j'ai pas eu peur. Les deux jumelles, ça n'a pas eu d'effet? Ben, là, je l'avoue que c'est parce que j'ai vu le film en 2020. Ouais. Que les deux jumelles, cette symbolique-là a été utilisée. Donc, c'est un peu ça le problème. Je veux pas dire que le film n'est pas bon. C'est juste que j'ai l'impression que j'aurais dû le voir beaucoup plus tôt parce que là, les symboles qui nous font peur, je les ai déjà vus ailleurs. On dirait que ça a émoussé un peu le potentiel. Mais je trouve pas que c'est un film qui a bien vieilli tant que ça, sincèrement. Mais bon. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas revu, mais ceci dit, et je peux vous en suggérer un autre qui va dans le sens de Shining, mais mieux. Ouais. Ça s'appelle Room 237. C'est un documentaire. Puis c'est un type qui est parti à la recherche de tous les fous de Shining et de Kubrick. C'est-à-dire des gens qui ont fait des théories, mais impossibles sur Shining. En particulier, évidemment, ça commence avec le chiffre 237. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, il a filmé telle canne de conserve. Ça veut dire qu'il a peut-être filmé l'atterrissage sur la Lune. C'est délirant, mais c'est vraiment fascinant de voir comment ce film a déclencher chez certaines personnes des espèces de théories proches du complot qui sont assez croquignoles. Sinon, on avait parlé de Big Lebowski la semaine dernière que mon ami me l'avait prêté. Je l'ai regardé et je dois venir à l'évidence que on dirait que j'ai comme un petit peu fait le tour d'un certain type de film des frères Coen parce que je veux pas dire que toute leur cinématographie est comme ça, mais les scénarios étriqués comme ça avec le personnage loser qui est pogné dans une situation avec des malfaiteurs et là après ça il y a une autre et en fait c'est des portes qui s'ouvrent à chaque fois et le film aurait pu durer 3 semaines sincèrement avec toujours une nouvelle personne qui veut aussi récupérer l'argent. Bon. Puis ça m'a fait penser... Moi, j'ai beaucoup aimé Arizona Junior. C'est le premier film des frères Coen que j'ai vu à l'époque, quand il est sorti en vidéo. Très Tex Avery, très dessin animé. Tout à fait, mais tout l'univers des frères Coen est là. Et j'avais beaucoup aimé aussi Inside Llewyn Davis. Que j'aime ce film. C'est Qui beau. est peut-être... là, je les ai pas tous vus, les films des frères Coen, mais j'ai l'impression que Inside Llewyn Davis est un petit peu moins dans les tales habituelles. Et c'est drôle parce qu'en même temps, ils y font la somme de tous leurs thèmes, de toutes leurs obsessions, mais de façon plus mélancolique que d'habitude, plus touchante. Parce que dans The Big Lebowski, le personnage de John Goodman qui arrête pas de dire à Donnie de fermer sa gueule, j'ai trouvé ça rapidement lassant, bien que le personnage est beau, là, l'espèce d'ancien du Vietnam. Oui, c'est ça, exactement. Évidemment, les performances d'acteurs sont extraordinaires et il y a des moments magnifique sur le plan cinématographique aussi, les délires de Jeff Bridges. Mais on dirait qu'à la longue, j'étais là. Puis les personnages allemands, les espèces de nihilistes allemands, je trouvais que c'était patoche un peu à la longue. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce film-là, c'est que c'est vraiment une relecture du film noir classique. Ça, c'est absolument certain. C'est même une relecture de The Big Sleep de Howard Hawks, mais avec cet ajout d'un personnage complètement loser, complètement quotidien, comme si d'une certaine façon, les Coen prenaient leur histoire de cinéma, leurs grands mythes, leurs grands codes, et les retravaillaient, mais façon parking de supermarché. Et moi, ça me plaît énormément. Je pense qu'il y a un rapport à l'histoire du cinéma qui est vraiment, vraiment touchant dans ce film-là. Peut-être que ça me manquait, ça, vous voyez. Moi, j'ai l'impression qu'on pouvait l'apprécier sans, mais je peux comprendre que le fait que le récit rebondisse sans cesse, au bout d'un moment, ça peut être lassant. Mais ça vient vraiment non seulement du film noir, mais du roman policier. C'est cette espèce de structure en boucle où ça n'arrête pas de rebondir, puis d'avancer, puis de se perdre dans des nouvelles sous-intrigues. Moi, je suis assez friande de ça, mais je peux comprendre que ça puisse dérouter au bout d'un moment. Ceci dit, le personnage du dude reste quand même extraordinaire. Et le fait aussi que c'est dans le... D'ailleurs, je pense que c'est ce film-là qui a donné un revival au Salon de Quilles, entre autres au Québec. On l'a vu, c'était cool. Et de boire aussi des White Russians. Des White Russians, exactement. Et sinon, je vous ai écouté, je me suis abonné à The Criterion Channel. Yes. Là, je suis sur un essai de 2 semaines parce qu'en fait, ça coûte $99 pour l'année, $100 à peu près, voilà. Et, mais il y a un essai de 2 semaines quand même. Alors, j'invite les gens, parce que j'avoue que tantôt, on parlait de la difficulté d'avoir des films. J'ai cherché beaucoup de comédies françaises des années 80 que j'aimais bien, des années 90 même. Écoutez, Les Visiteurs
ne sont pas disponibles Je sur sais, Apple, je voulais sur le montrer à ma iTunes. fille. Ils ont juste Je l'ai la pas suite. trouvé. Ouais, Ils ont les je l'ai pas visiteurs en trouvé non Amérique. plus. Qu'est-ce que c'est ça, Chris? Je comprends pas. Non. C'est absurde. Mais là, c'est vraiment absurde. Ouais. Et là, on Puis voit. après, ils nous disent de pas pirater. Ouais. Exactement. Vous avez Hein? raison. Et là, on mesure les effets de la mondialisation, entre autres, et de l'aplanissement de l'offre des plateformes comme Netflix, comme Amazon. J'imagine que moi, je ne veux pas faire affaire avec Amazon, mais les services en streaming. Et là, je me suis tanné à un moment donné. Puis là, j'ai dit, je vais voir The Criterion Channel. Évidemment, les visiteurs ne sont pas sur The Criterion. Non. Mais la sélection est extraordinaire. Et bon, j'ai regardé un film d'auto-préliminaire avec Jane Seberg. Bonjour Tristesse. Ouais. Oui, adapté de Sagan. Ouais. J'ai regardé À nos amours de Maurice Pialat, c'est ça, que j'avais vu à l'époque d'ailleurs. Il y a un cycle Pialat en ce moment d'ailleurs sur Oui. Criterion. Je crois que tous les... Et par exemple, les films de Pialat ici sont extrêmement difficiles à trouver. Bon. Donc, si jamais vous avez envie de le découvrir, allez faire un essai sur Criterion parce qu'ils sont tous là en ce moment. C'est ça, il y a un cycle. Et là, il y a un cycle également, Werner Fassbinder, j'espère que je le prononce bien, que je connaissais de nom. Très bien. Et je suis allé voir, et là, il y a tous ces films, entre autres, et il y a Chinese Roulette, que en fait, j'ai choisi un film au hasard, ou presque. OK. Une espèce de film gothique où une fille de 12 ans qui, je crois, a souffert de polio, qui est paralysée, mais pas paralysée, mais elle est handicapée, est en béquille, se rend compte que son père et sa mère ont des amants et des amantes, et les convie séparément au manoir familial. Évidemment, ce sont des bourgeois. Et à l'insu des couples, donc les deux couples vont passer une fin de semaine avec leurs amants et leurs maîtresses et se rendre compte que toute la famille sera réunie pour un beau week-end de jalousie, de possessivité. Et il y a entre autres Macha Merrill, qui était la mère de Pierre Lambert dans L'ancien conte, qui joue la gouvernante la muette. Et je vous offre un extrait, parce que c'est difficile, le film est en allemand, évidemment sous-titré. Je vous offre quand même un extrait d'une scène très particulière où Macha Merrill danse, fait une chorégraphie avec les béquilles de la petite fille de 12 ans sur une chanson de Kraftwerk. Bon, évidemment, on n'entend pas grand-chose. On entend juste tic-tac, tic-tac, tic-tac sur Kraftwerk. Mais c'est vraiment un film. Et là, j'ai redécouvert le plaisir de l'évasion totale grâce au cinéma. Où je suis dans un univers que je connais pas, c'est-à-dire l'Allemagne rurale dans les années 70. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Puis je veux vous remercier pour cette belle suggestion du Criterion Channel. Et j'adore parler de cinéma avec vous, bien que vous êtes beaucoup plus préféré que moi. Mais ça nous fait des petites discussions et ça donne des idées aussi aux gens pour aller voir d'autres films. Absolument, et on en donnera plein encore jusqu'à ce que la pandémie soit terminée. Voilà, c'est-à-dire dans 10 ans. Alors, merci beaucoup. Merci, Hélène Faradji. Passez une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Alors, on retrouve Andréane Bissonnette de la chaire chercheur à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. On est vraiment très bien. On est chanceux. On a deux chercheurs de la chaire Raoul Dandurand. Il y a Julie-Pierre Nadeau qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps nous parler de la politique extérieure américaine en temps de crise, en temps de pandémie. Mais là, on va retourner aux États-Unis en politique intérieure parce qu'il se passe des choses qui sont, on pourrait dire, concomitantes peut-être avec la pandémie de coronavirus qu'on vit. Absolument. En fait, tous nos yeux sont rivés sur la réponse envers la pandémie. Et bon, avec raison, on veut voir ce qui se passe. Mais les mesures qui sont mises en place aux États-Unis au niveau fédéral, mais également au niveau des États, entraînent des conséquences sur des droits, notamment sur le droit à l'avortement. Oui, je pense on l'a vu passer succinctement en début de crise dans les nouvelles, mais évidemment, tous les services de nouvelles sont concentrés sur la COVID, mais on n'en a pas entendu parler. Fait que je suis content qu'on aborde ça un peu plus en profondeur avec vous aujourd'hui. Si on se rapporte au tout début de la crise, lorsqu'on cherchait à libérer des lits d'hôpitaux et lorsqu'on était beaucoup dans la question des masques, on a beaucoup posé la question de qu'est-ce qu'un service essentiel versus un service non essentiel. Et là, dans certains États conservateurs, on a dit, en fait, la façon dont on juge ce qui est essentiel est profondément ancrée dans l'idéologie.
Et dans une poignée d'États conservateurs, ils ont dit, en fait, les avortements, c'est pas essentiel. Donc, puisqu'on a besoin de libérer des lits, on va interdire l'accès à l'avortement le temps de la pandémie. Et donc, dans des États comme le Texas et comme l'Oklahoma, on en est venu à dire que ce droit-là n'était plus applicable. Mais oui, évidemment, l'occasion fait le larron. La politique prend jamais de pause. Alors, ils en ont profité. Et j'imagine, en tout cas, on verra bien comment ça va se développer, mais ça va être... Est-ce que vous avez peur que ça reste tout le temps, qu'on décrète en fait une situation d'urgence assez longtemps pour qu'on ne revienne jamais en arrière sur cette décision-là, par exemple? En fait, ce que ça l'a occasionné, c'est un va-et-vient dans les cours de justice et une très grande insécurité pour les femmes parce que à un certain niveau de la hiérarchie des cours de justice, on disait cette loi-là, elle est non constitutionnelle, donc on retourne à une légalité des avortements sur le territoire. Et là, 2 jours après, on disait non, finalement, on s'est trompé et on revient à une interdiction. Et donc, c'était tout le temps ce va-et-vient-là, mais avec un enjeu où l'avortement, il y a un enjeu de temps qui est très présent. On ne peut pas repousser indéfiniment une interruption de grossesse, d'autant plus que dans les États conservateurs, il y a déjà une limite de semaines à partir de laquelle la procédure n'est plus légale. Donc, pour les femmes qui se trouvaient déjà proches de la limite... La limite qui est... Ça dépend des États. Okay. On parle de entre 16 et 22 semaines dans les États les plus conservateurs. Puis les États les plus progressistes, certains n'ont pas de limite. Si on compare avec le Québec, par exemple, j'avoue que de mémoire, je ne sais même pas c'est quoi la limite. Avec le Québec, en fait, la problématique, c'est qu'on n'a pas l'expertise pour les avortements dits tardifs, donc des avortements médicaux. Et donc, il n'y a pas de limite en termes à ce niveau-là, mais il y a durant le 3e trimestre, on passe par un enjeu à l'éthique. Donc, les comités d'éthique des hôpitaux vont se pencher sur la question à ce moment-là. On a ces lois-là qui sont mises en place dans les États et ce qui est problématique, c'est qu'elles sont mises en place au même moment où on dit aux gens « ne vous déplacez pas ». Ben oui. Donc, si vous êtes au Texas, par exemple, et que vous avez cette interdiction-là qui tombe, et vous dites, bon, ben en fait, j'habite proche, par exemple, de la frontière avec le Nouveau-Mexique, je vais traverser la frontière pour aller accéder à l'avortement. En fait, on pousse ces femmes-là à aller chercher l'aide dans un autre État, donc à se déplacer, et donc à encourir des risques de par leur déplacement, parce que, bon, elles doivent aller dans des stations d'essence, elles doivent s'arrêter nécessairement durant le trajet. Dans des hôtels, si en plus c'est encore plus loin que la résidence principale. En fait, ça les met à risque, elles et les autres aussi, parce qu'elles peuvent être enceintes, évidemment, et être porteurs du coronavirus. Il y a beaucoup d'enjeux liés avec le fait de fermer les cliniques de proximité, d'une part pour l'accès à l'interruption de grossesse, mais aussi parce que beaucoup de ces cliniques-là fournissent également de la contraception. Donc, il y a tout cet enjeu-là de spatialité qui est problématique et qui nous rapporte en fait à une réalité pré-Roe v. Wade, qui est la décision qui vient légaliser l'accès à l'avortement aux États-Unis, selon où vous êtes sur le territoire des États-Unis, donc votre positionnement géographique. Va influencer votre accessibilité à l'interruption de grossesse parce que l'État dans lequel vous résidez a une idéologie qui diverge selon les différents États. Et donc, la façon dont on va voir qu'est-ce qui est essentiel va varier en temps de pandémie. Donc, aujourd'hui, être une femme au Texas ou être une femme en Californie vient avec des droits différenciés dans un contexte de pandémie. Évidemment. Et ça contrevient en fait à la loi d'une certaine façon. Exactement. Donc, en fait, ça vient contrevenir à l'idée de Roe v. Wade qui dit qu'on a le droit de mettre un terme à une grossesse jusqu'au point de viabilité, qui est autour de la 20e semaine, selon les moyens technologiques aujourd'hui. Bon, j'imagine quand même que la COVID a un impact sur l'avortement dans les États plus progressistes. J'imagine que ça va pas de soi nécessairement en temps de pandémie, même si ce sont des États progressistes. Effectivement. Donc, même les États qui ne vont pas explicitement entraver l'accessibilité du droit, il y a tout de même des difficultés qui se posent pour les femmes, notamment en raison de la limite au déplacement, mais on a aussi de la part des cliniques des difficultés matérielles. Donc, pour l'indisponibilité du matériel médical, ça touche autant les hôpitaux que les cliniques. Et également, il y a, aux États-Unis, ce ne sont pas toutes les assurances qui couvrent l'accès dans toutes les cliniques. Donc, si votre assurance dit vous pouvez uniquement accéder à
par exemple, dans les hôpitaux, ça implique que les femmes doivent s'exposer à aller dans un hôpital, qui sont également les lieux de traitement de la COVID, pour accéder à l'avortement, plutôt que d'y accéder dans une clinique indépendante qui ne ferait que ça, par exemple, et qui aurait moins de risques au niveau de l'infection. Mais là, on a vu qu'il y a des hôpitaux privés qui ont dû fermer, en fait, parce que la pandémie met de côté toutes les autres interventions chirurgicales. Les gens ne bougent plus, n'osent pas ou ont moins les moyens aussi de se faire soigner. Donc, j'imagine, en plus aussi, ça a un impact sur la disponibilité des endroits où on peut pratiquer des avortements. En fait, c'était au Michigan. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est répandu, mais c'est une nouvelle qui nous a frappé, en fait, de savoir que des hôpitaux privés fermaient parce qu'ils n'ont pas de revenus à cause de la pandémie. Oui, exactement. Et on s'en parlait il y a quelques semaines de cet enjeu-là d'hôpitaux privés et du financement de par ces chirurgies dites choisies. Mais effectivement, donc si votre hôpital ferme et que votre assureur ne couvrait l'intervention qu'à cet hôpital-là, vous n'avez plus ce choix qui s'offre à vous. Évidemment, il y a une dimension qui est importante, c'est les frontières, parce que les États-Unis sont bordés du Canada au nord et du Mexique au sud. J'imagine qu'il y a des gens qui veulent traverser la frontière pour aller se faire soigner de l'autre côté. Ça existait avant la pandémie, j'imagine, mais là, avec ce qu'on sait, peut-être que... Est-ce que les mouvements se sont accrus de ce côté-là? En fait, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on parle du droit à l'avortement, on en parle souvent dans un contexte très national. Donc, on parle le droit aux États-Unis, le droit au Canada ou le droit au Mexique. Mais en fait, les frontières sont plus poreuses par rapport à ça. Parce que si on pense à la frontière, actuellement, les 2 frontières sont fermées avec les États-Unis. Mais de façon générale, en fait, entre le Canada et les États-Unis, il y a des mouvements de population où il y a des femmes qui se rendent aux États-Unis pour obtenir des soins qui ne sont pas disponibles au Canada. Donc, par exemple, je le mentionnais un peu plus tôt, là, les interruptions pour des raisons médicales durant le 3e trimestre. Il y a des femmes du Québec qui vont dans l'État de New York pour obtenir ce soin-là. Et également pour des femmes qui habitent le long de la frontière canado-américaine. Des fois, la clinique est plus proche de l'autre côté de la frontière et peuvent vouloir y aller. Par contre, avec la fermeture de la frontière canado-américaine, se pose la question de c'est quoi la définition de déplacement essentiel pour des soins de santé qui est inclus dans l'entente entre les 2 pays. Et là, en fait, le douanier devient le juge de cette définition de essentiel. Ça peut être très aléatoire, j'imagine, tout dépendant des sensibilités politiques des douaniers. Aussi. Exactement. Donc, il y a le pouvoir discrétionnaire du douanier de laisser ou non entrer la femme. Et à ce sujet-là, il y a le Abortion Rights Coalition of Canada qui suggère d'avoir une lettre médicale, mais souligne que ça ne garantit pas le passage. Donc, c'est possible qu'il y ait des femmes qui se rendent à la frontière et qui se voient refuser le passage par le douanier qui a un pouvoir discrétionnaire de laisser ou non passer la femme. Et la même situation se réplique à la frontière mexicaine-états-unienne, mais avec un degré de conséquences qui est un petit peu plus critique, parce qu'en fait, l'accès à l'avortement est illégal au Mexique, à l'exception de 3 États qui sont plus au sud, donc pas le long de la frontière. Et donc, les femmes ne peuvent pas avoir cette lettre d'un médecin-là pour justifier leur passage à la frontière. Donc, on a vraiment une situation où les cliniques aux États-Unis servaient à la fois la population des femmes américaines, mais également des Canadiennes et des Mexicaines, et que la situation actuelle de définition de qu'est-ce que essentiel versus le non essentiel affecte le droit au choix pour les femmes des 3 pays. Wow. C'est vraiment... ça va être une situation à suivre. C'était à l'agenda avant la pandémie, puis vous en avez parlé ici à la balado. C'est ce désir dans certains États de restreindre l'accès à l'avortement. Et j'ai l'impression que, un peu comme bien des mesures qui ont été adoptées en temps exceptionnel, en temps de guerre, entre autres, on nous dit que c'est temporaire, mais on ne recule jamais quand la crise est passée. Oui, exactement. Et donc, on a actuellement des états d'exception qu'on appelle, mais ces états d'exception-là peuvent venir à être normalisés, voire être maintenus après. On a vu cette semaine le Texas, avec la fin de son ordre de rester à la maison, a relevé, en fait, retirer le fait qu'on n'avait plus le droit d'offrir des avortements sur le territoire, mais il n'en reste qu'il y a encore plusieurs autres États où ces interdictions-là demeurent. Et donc, ça va être une question qui va être importante de suivre dans les prochains mois et même les prochaines années, parce qu'on a eu vraiment une rapidité de la part de ces États conservateurs-là à mettre ces mesures-là en place.
Et ça va être important de voir et de suivre la question pour s'assurer qu'il y a un respect des droits, même en temps exceptionnel. Ben oui. Andréane Bissonnette, merci beaucoup. On va se reparler bientôt, je pense. On va voir comment, en fait, que la pandémie va descendre et que la course, en fait, à la présidence va reprendre un peu. Et j'ai hâte de voir comment Trump va sortir un peu dans l'opinion publique par rapport à sa gestion de la crise. Évidemment, on va apprendre des choses aussi d'ici la fin et avec comment Biden va se défendre aussi de ses allégations et comment la course va se terminer jusqu'à l'automne prochain. Oui, et également à surveiller qui Biden nommera comme colistière, parce qu'il a dit que c'était une femme. Avez-vous donc, ça va être quelque chose... Avez-vous des noms en tête, à votre avis? Il y a quelques noms qui circulent, notamment Kamala Harris, qui est sénatrice de la Californie. Il y a... Amy Klobuchar, qui est également dans les noms, et Stacey Abrams, qui était candidate au poste de gouverneur de la Géorgie en 2018 et qui avait su là, vraiment mener une course très serrée contre son opposant républicain. Donc, c'est certains des noms qui circulent. Ça reste à voir là, vers qui l'équipe de Biden se tournera. Bon, on va suivre ça avec vous dans quelques semaines. Merci, Andréane, puis bon courage dans ce confinement qui est quand même lourd de plus en plus, on va se le dire. Là, je pense qu'il faut se le dire. Là. Ça va pas si bien aller que ça. Mais pareillement, et bien hâte aussi de se retrouver pour l'enregistrement en personne. Tout à fait, merci. À bientôt. Alors, merci à tous ceux qui ont participé à ce gros épisode bien touffu. Andréane Bissonnette de la chaire Raoul Dandurand, Geneviève Robert, orthopédagogue, Hélène Faradji, évidemment, Godefroy Lorando et Paul-Antoine Martel à Val-d'Or, que j'ai bien hâte d'aller revoir. Merci évidemment à Larry qui m'aide à réaliser cette balado. Merci à vous qui m'écrivez de plus en plus. Merci vraiment parce que vous m'avez enligné sur des sujets que j'aurais probablement pas traités. Et vous m'avez aidé à trouver des gens aussi pour intervenir sur cette balado-là. Fait que cette idée de communauté se réalise de plus en plus, puis je vous remercie. Merci évidemment aux gens qui participent financièrement malgré la difficulté économique qu'on vit. Je le vois aussi, les gens s'approprient le projet et ils participent financièrement à la mesure de leurs moyens, évidemment. On n'est pas ici pour s'enrichir. Donc, si vous voulez le faire, en fait, pour réécouter tous les épisodes, évidemment, ou pour participer, vous pouvez le faire au fredsavard.com. Et la semaine prochaine, on va parler de santé publique, puis on va aller en Afrique aussi. Première fois de toute l'histoire de cette balado, des 54 épisodes, on va aller voir ce qui se passe en Afrique. J'ai très, très hâte, parce que la COVID nous frappe très fort. On a l'impression qu'en Afrique, elle le fait aussi. Et là, on va avoir vraiment quelqu'un qui va pouvoir nous brosser un tableau de la situation africaine. Alors, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bon confinement. Bon courage, tout le monde. Gardez le moral. Puis, on se reparle la semaine prochaine.